Une petite fille est brisée par son propre oncle. Son agresseur est exécuté, mais les familles restent détruites. Quand Mariama écrit un poème bouleversant, le village réalise que c'est le silence qui crée les monstres. Ils ouvrent la maison de la lumière, un refuge pour protéger les enfants. Mais une nuit, des criminels veulent brûler le centre. Mariama, tremblante mais debout, leur fait face, et sauve un autre enfant. Elle devient alors le symbole d'un pays. La petite fille qui a transformé sa douleur en lumière. Le soleil disparaissait lentement derrière la savane, peignant le ciel de teintes rouge sang et orange brûlé. À Kombena, ce petit village sahélien perdu à la frontière entre poussière et silence, les journées se ressemblaient, mais les nuits, elles, portaient parfois en elles une menace invisible. Les femmes terminaient de balayer leur cour en terre battue. Les enfants, le visage encore couvert de poussière, jouaient leur dernier jeu de la journée, courses improvisées, billes, cordes, ou poursuites de poules récalcitrantes. Les anciens, eux, installés sous le grand fromager, laissaient leur voix s'égarer dans les récits du passé, comme si leurs histoires maintenaient le village en vie. Dans une petite case au mur d'argile fissuré par la chaleur, vivait la famille Kane. Sori Kane, qu'on appelait affectueusement Grand Sori, était considéré comme un homme calme, travailleur, presque trop discret. Il n'élevait jamais la voix. Il saluait toujours avec respect. Il aidait volontiers le voisin à réparer un toit ou à transporter les sacs de mil. Rien, absolument rien, dans son attitude ne laissait présager la tragédie qui se préparait dans quelques heures. Cette nuit-là, un vent étrange soufflait. Pas un vent violent, non. Juste une brise chaude, trop chaude, comme celle qui précède les mauvais présages que seuls les anciens savent entendre. Dans la cour d'Axangrave côté, Essatou, la sœur de Sori, donnait un bain à sa fille de 8 ans, Mariama. La petite riait aux éclats, éclaboussant sa mère de gouttes dorées par le soleil couchant. Mariama était un rayon de lumière dans le village. Vivante, intelligente, pleine de curiosité. Une enfant qui posait 1000 questions, qui courait sans s'arrêter, qui chantait des chansons en faisant tournoyer sa petite jupe colorée. Essatou devait se rendre au puits pour récupérer de l'eau avant la tombée de la nuit. Elle embrassa rapidement sa fille sur le front, lui donna une petite lampe tempête et dit « Je reviens tout de suite, ma fille. Porte la lampe si tu joues dehors. » Mariama hocha la tête, sage comme une grande. La nuit commença à envelopper tout le village. Les grillons lancèrent leur symphonie. Les chèvres rentrèrent dans leurs enclos. Les voisins fermèrent leurs portes avec les loquets en bois. Kombena s'endormait, du moins, le croyait. C'est alors que tout bascula. Un cri. Pas un cri fort. Pas un cri long. Un cri étouffé, étranglé, presque arraché. Juste un instant. Mais suffisant pour glacer le sang. Une femme voisine leva la tête, inquiète. Un homme sortit de sa case, torchère à la main, scrutant l'obscurité. Personne n'osait parler, comme si le silence lui-même était devenu une barrière protectrice. Puis vint un deuxième bruit, plus faible, comme un sanglot étranglé. Des lanternes s'allumèrent une à une. Tous avançaient prudemment, l'ombre de leurs silhouettes se mélangeant aux ténèbres. C'est derrière la petite case d'Essatou qu'on retrouva Mariama. Assise. Recroquevillée. Les yeux grands ouverts, mais vides. Le souffle court. Les mains tremblantes. La lampe tempête était renversée à côté d'elle. Lorsque les voisins essayèrent de lui parler, elle ne répondit pas. Le village entier sembla retenir son souffle. Un silence dense, brutal, s'empara de tous les cœurs. Essatou arriva en courant du puits. Quand elle vit sa fille, elle tomba à genoux, hurlant son nom. « Mariama, Mariama, ma fille. Qui t'a fait ça? Qui ?» La petite ouvrit la bouche, comme pour parler. Mais aucun son n'en sortit. Essatou la prit dans ses bras, la berçant comme un bébé, ses larmes tombant sur la tête de la fillette tremblante. Les voisins, figés, attendaient une réponse. Une explication. Quelque chose. Puis, dans un geste presque irréel, Mariama leva lentement un doigt. Un doigt fragile, tremblant, hésitant. Elle pointa une direction. Une seule. La case de Sori. Les regards se croisèrent. La terre sembla manquer sous les pieds. Les lanternes tremblèrent entre les mains. Essatou, le visage tordu par une douleur qu'aucune mère ne devrait connaître, répéta d'une voix brisée. « Qui? Ma fille, dis-moi, qui ?» La bouche de Mariama bougea à peine. Un souffle. Un murmure. Un seul nom. Tonton Sori. Ce fut comme un coup de tonnerre en plein cœur. Le village entier bascula dans une nuit dont personne ne sortirait intact. La nuit où le nom de Sori fut prononcé par Mariama, le village de Kombena cessa d'être un simple village. Il devint un volcan. Les premières minutes après le murmure de la petite furent confuses, presque irréelles. Certains refusèrent d'y croire. D'autres, instinctivement, sentirent un frisson glacial dans leur dos. Essatou serrait sa fille dans ses bras, comme si elle pouvait la protéger du passé déjà arrivé. Autour d'elle, les voisins restaient figés,
partagée entre la peur, la colère, et une incompréhension totale. Puis une voix éclata, celle d'un homme du quartier. On doit appeler les anciens. Maintenant. Les messagers partirent en courant, traversant les ruelles étroites, frappant aux portes des notables, réveillant le chef du village, les imams, les vieux conseillers. Très vite, sous le grand fromager, les anciens se rassemblèrent en urgence, encore en boubou froissé, les yeux cernés de fatigue, le visage tendu par ce qu'ils venaient d'apprendre. Le chef, un homme au visage ridé comme de l'écorce, prit la parole. On m'a rapporté que Mariama a parlé, et que c'est le nom de Sori qu'elle a prononcé. On ne peut pas prendre ça à la légère. Mais on ne peut pas non plus se laisser guider par la colère. Il faut la vérité. Le mot vérité resta suspendu dans l'air, lourd, pesant. On fit venir un infirmier du petit poste de santé voisin, ainsi qu'une femme plus instruite venue de la ville, habituée à traiter les cas d'enfants agressés. On examina Mariama. Les regards échangés ensuite suffisaient, il n'y avait plus de doute. Le crime était réel. Le nom de Sori cessa d'être une simple rumeur. Il devint un choc. La case de Sori. Pendant ce temps, Sori était chez lui, assis sur un tabouret en bois, dans la pénombre de sa cour. Il ne dormait pas. Ses mains tremblaient légèrement. Son regard semblait perdu dans un vide que personne ne pouvait voir. Lorsqu'il entendit les bruits de pas, les murmures des voisins qui avançaient dans sa direction avec des lampes et des visages fermés, il se leva lentement. Fanta, sa femme, sortit en même temps, surprise par l'agitation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde vient ici? Personne ne répondit directement. L'un des anciens s'avança, le regard fixe. Sori, il y a des accusations graves contre toi. Très graves. C'est de Mariama qu'il s'agit. Le visage de Sori se crispa. Un voile étrange passa dans ses yeux. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit d'abord. Fanta, elle, sentit ses jambes flancher. Mariama? Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-vous. Un silence. Puis, comme un coup près. L'enfant a nommé, Sori. Devant sa mère. Devant les voisins. Tu sais de quoi nous parlons? Le monde semblait soudain tourner plus vite. Fanta regarda son mari, cherchant dans ses yeux une indignation, une colère, une défense claire. Mais Sori ne cria pas. Il ne se frappa pas la poitrine. Il ne hurla pas son innocence. Il baissa les yeux. Et ce simple silence fut plus lourd qu'un aveu. La foudre qui tombe. La nouvelle se répandit au village comme une traînée de poudre. C'est Sori. C'est lui. L'oncle. Le tonton respecté. Les femmes se mirent à pleurer, certaines en jurant qu'elles n'auraient jamais imaginé ça de lui. Les hommes se rassemblèrent en grappe, discutant à voix basse, les mâchoires serrées. Un groupe de jeunes, chauffés à blanc par la rage, voulut marcher sur la maison de Sori. On ne va pas attendre la police. On va s'occuper de lui nous-mêmes. Mais les anciens se mirent en travers de leur route. Le chef cria. Celui qui touche à Sori ce soir, c'est comme s'il crachait sur nos lois. La douleur est grande, mais la loi doit parler avant la colère. Sinon nous deviendrons des bêtes. Les jeunes, furieux, reculèrent à contre-cœur. La police fut appelée. 2 pick-up finirent par arriver en pleine nuit, les gyrophares déchirant l'obscurité du village. Les agents descendirent, sérieux, habitués aux affaires graves, mais touchés par l'ampleur de la tension. Ils se présentèrent chez Sori. Monsieur Sori Kane? Vous êtes en état d'arrestation pour agression sexuelle sur mineur. Vous avez le droit de garder le silence. Vous aurez l'occasion de parler au tribunal. Fanta éclata en sanglots, saisissant le bras de son mari. Dis-leur que c'est faux. Dis-leur que ce n'est pas toi. Sori, parle. Mais Sori ne dit presque rien. Seulement quelques mots, à peine audibles. Je ne sais pas, ce qui m'a pris. Cette phrase, prononcée d'une voix brisée, tomba au sol comme un aveu empoisonné. Les policiers le menottèrent. Le cliquetis du métal résonna dans la cour comme un bruit d'enterrement. La famille détruite. Essatou, informé que la police emmenait son frère, sortit avec Mariama endormie contre sa poitrine. Elle vit la scène. Sori, menotté. Fanta en larmes. Les voisins, silencieux, regardant comme on regarde un homme qui n'est plus des leurs. Elle s'approcha, le visage ravagé. Sori. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ma fille s'est trompée. Dis-moi que quelqu'un l'a manipulée. Dis-moi quelque chose. Sori leva les yeux vers elle. On y lisait une fatigue immense, un mélange de honte, de peur, de confusion. Il ouvrit la bouche, mais la seule chose qui parvint à sortir fut « Pardonne-moi » Essatou. Ce fut la phrase de trop. Essatou hurla. Un hurlement venu du fond de ses entrailles, un cri de mère et de sœur à la fois, un son que le village n'oublierait jamais. Non. Je ne te pardonne pas. Tu as brisé mon sang. Tu as détruit ma fille. Tu n'es plus mon frère. Les policiers durent éloigner Sori rapidement.
Ils le poussèrent dans le pick-up, fermèrent la porte, et le véhicule partit en soulevant un nuage de poussière. Dans le rétroviseur, on pouvait voir, dans la lumière des phares, une image gravée à jamais. Aissatou à genoux, tenant Mariama comme un bouclier. Fanta écartelé entre l'amour et la trahison. Et les habitants de Combena, choqués, silencieux, comme des témoins forcés d'un drame trop grand pour eux. Après la foudre, le silence. Une fois les véhicules partis, le village fut plongé dans un calme étrange. Personne ne parlait. On n'entendait plus que le bruit lointain des grillons et le souffle du vent. Chacun rentra chez soi, la tête lourde, le cœur noué. Dans sa case, Aissatou s'allongea près de Mariama, qui dormait enfin, épuisée. Elle caressa ses cheveux avec une douceur infinie, en murmurant. « Je suis là. Je ne partirai plus. Plus jamais. » Fanta, elle, resta assise seule dans la cour de sa maison, les yeux perdus dans le vide. Elle répétait machinalement. « Comment as-tu pu, Sori? Comment as-tu pu ?» La nuit passa. Mais Combena avait changé. Rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain du drame, l'aube se leva sur Combena avec une lumière terne, presque maladive. Le soleil semblait hésiter à se montrer, comme s'il savait qu'un malheur trop lourd planait encore sur le village. Dans la petite case d'Aissatou, Mariama dormait enfin, allongée contre sa mère, le visage crispé même en plein sommeil. Son petit poing serré tenait le PAN du pagne de sa mère comme si elle avait peur qu'on l'arrache encore à elle. Aissatou n'avait pas fermé l'œil. Ses yeux étaient rouges, gonflés, mais derrière la fatigue, brûlait une colère mêlée de chagrin qui la consumait lentement. Elle observait sa fille, ses paupières tremblantes, ses respirations courtes. Chaque détail la transperçait comme une lame. À un moment, Mariama eut un sursaut violent. Elle murmura un cri étouffé, un petit « non » brisé dans son sommeil. Aissatou la serra aussitôt contre elle. « C'est fini, ma fille, personne ne te fera plus de mal. » Mais même elle savait que ce n'était pas vrai. Le mal, une fois entré dans l'esprit d'un enfant, ne s'en va jamais vraiment. Le poste de santé, les mots qui déchirent. Plus tard dans la matinée, Aissatou amena Mariama au poste de santé. La psychologue venue spécialement de la ville, une femme calme, douce, avec un foulard bleu foncé, les attendait. Mariama ne voulait même pas regarder la femme dans les yeux. Elle restait collée à sa mère, agrippant son pagne. La psychologue s'accroupit à sa hauteur. « Bonjour Mariama, je ne suis pas là pour te faire mal. Je veux juste t'aider à enlever un peu de ce que tu portes dans ton cœur. » Pas de réponse. Elle continua. « Tu n'es pas obligé de parler. Tu peux dessiner, écrire, ou juste être là. C'est toi qui décides. » Elle posa devant elle un carnet et des crayons de couleur. Mariama resta immobile. Longtemps. Puis, lentement, comme si son bras pesait une tonne, elle prit un crayon noir. Elle commença à dessiner. Le dessin de l'ombre. Aissatou se tendit. Elle voulait voir. Elle voulait comprendre. La psychologue secoua doucement la tête. Laissez-la faire. La petite dessina une petite fille elle-même. Puis un grand personnage derrière elle. Mais ce personnage n'avait ni yeux, ni bouche, ni visage. Juste une masse sombre, une silhouette d'adulte entièrement noire. Mariama s'arrêta, reprit son souffle comme si le dessin l'étouffait. Puis, d'une main tremblante, elle ajouta un détail. La silhouette avait une main trop grande. Trop grande pour une histoire d'enfant. La psychologue comprit. Aissatou comprit aussi. Elle mit sa main sur sa bouche pour retenir un sanglot. Mariama baissa la tête et murmura, dans un filet de voix presque inaudible. « Il m'a fait mal ?» Les larmes d'Aissatou coulèrent malgré elle. La psychologue posa une main sur son bras, lui rappelant doucement. « Vous devez rester forte pour elle. Elle a besoin que vous soyez son pilier. Pas son écho de douleur. » Aissatou hocha la tête. Elle le savait. Mais comment être forte quand son cœur est en morceaux? Le village divisé. Pendant ce temps, à Combena, le drame devenait un tremblement de terre. Devant les cases, les discussions ne parlaient que de Sori. Je n'aurais jamais imaginé ça de lui. Peut-être que la petite se trompe? Non, elle a parlé. Elle ne mentirait pas. Et sa femme, la pauvre Fanta, comment va-t-elle vivre maintenant? Le village se scinda en deux. Ceux qui croyaient Mariama. Ils avaient vu son état, entendu son murmure, ressenti la vérité dans ses tremblements. Ceux qui doutaient de Sori. Ils se souvenaient de son calme, de ses bonnes actions, de son visage toujours serein. La vérité, parfois, n'est pas un fleuve. C'est un gouffre. Les plus âgés, eux, restaient silencieux. Leur regard était grave. Ils avaient vu trop de secrets se cacher sous les tapis de la tradition. Le poids de la honte. Du côté de la famille de Sori, la honte était devenue un vêtement brûlant. Fanta ne sortait plus de chez elle. Ses deux fils, eux, avaient été chassés de l'école par les murmures et les gestes cruels de certains enfants. Ibrahima, l'aîné, pleura seul dans un coin de la cour.
Pourquoi papa a fait ça? Pourquoi il nous a fait ça à nous aussi? Mokhtar, son petit frère, tenta de comprendre l'incompréhensible. Peut-être que Mariama s'est trompée? Peut-être que... Mais Ibrahima hurla. Elle n'a pas menti. Tu l'as vu? Elle ne parlerait jamais comme ça si ce n'était pas vrai. Les deux garçons se prirent dans les bras, secoués de sanglots. Mariama le long chemin du retour. Le soir venu, Mariama refusa de manger. Elle refusa de parler. Elle refusa même de sortir de sa natte. Elle regardait le mur, sans bouger. Essatou s'assit à côté d'elle, caressa doucement ses cheveux. Ma fille, si tu veux pleurer, tu peux. Si tu veux parler, je suis là. Si tu veux rester silencieuse, je suis là aussi. Mariama ferma les yeux. Puis, dans un murmure à peine perceptible. Maman, j'ai peur. Essatou sentit son cœur se briser une deuxième fois. Elle retint ses larmes, embrassa la tête de sa fille. Je suis là. Je ne te laisserai plus jamais seule. Plus jamais. Dans le silence de la nuit, Mariama finit par s'endormir, épuisée. Essatou, elle, resta éveillée encore longtemps, le regard perdu dans la pénombre. Un seul mot tournait dans son esprit. Justice. Le jour du procès arriva comme un coup de marteau sur le village. À Combena, tout le monde se leva plus tôt que d'habitude. Même les coqs semblaient avoir chanté d'une voix plus grave. Les ruelles du village débordaient de conversations basses. Les visages étaient fermés, les cœurs lourds. Ce n'était pas un jour comme les autres. C'était le jour où la vérité allait se dévoiler au grand jour. Ou détruire des vies pour toujours. Le tribunal régional. Le tribunal régional se trouvait à une vingtaine de kilomètres de Combena. Une vieille bâtisse d'inspiration coloniale, peinte autrefois en beige, mais aujourd'hui délavée par le soleil brûlant. Dès l'aube, des dizaines de personnes étaient déjà là. Des mères, des pères, des jeunes, des journalistes venus de la ville, des curieux attirés par le drame. Dans l'air flottait un mélange de poussière, de tension, et d'attente douloureuse. Les murmures montaient comme des vagues. On dit que l'enfant a parlé devant la psychologue. On dit que Sori a avoué. On dit que la famille Kane ne sera plus jamais la même. Des phrases courtes, mais chacune un coup de poignard. L'arrivée de Sori. Vers 9 heures, une camionnette de police arriva dans un grincement de pneus. Les portes s'ouvrirent, et 2 policiers en sortirent. Puis vint Sori. Menotté. Amaigri. Le visage fermé, marqué par les nuits sans sommeil. Son regard n'était plus celui d'un homme respecté. C'était le regard d'un homme brisé, dont la honte pesait plus lourd que ses chaînes. Un silence tombait sur la foule. On n'entendait plus que les pas des policiers sur le sol chaud. Quelqu'un dans la foule murmura. C'est vraiment lui. Fanta, qui était arrivée discrètement par l'arrière, détourna le regard. Elle ne pouvait pas affronter le visage de l'homme qu'elle avait aimé. L'homme qui avait brisé 2 familles. Ses 2 fils se tenaient derrière elle, les yeux remplis d'une confusion violente. Haine, amour, tristesse, honte. Un cocktail impossible à gérer à leur âge. Le tribunal plein à craquer. La salle d'audience débordait. Il fallut rajouter des chaises en plastique, mais même comme ça, une trentaine de personnes restaient debout. Les juges prirent place. Le procureur, un homme froid et précis, arrangea ses dossiers. L'avocat de Sori, un jeune homme aux lunettes carrées, semblait nerveux. Puis Sori fut amené dans le box. La salle entière se figea. Certaines femmes pleuraient rien qu'en voyant son visage. D'autres le regardaient avec une colère noire. Essatou, assise au premier rang, tenait les mains de Mariama. La petite fille respirait vite, comme un oiseau blessé. Le témoignage silencieux. La psychologue fut appelée à la barre. Elle parla avec professionnalisme, mais sa voix tremblait légèrement. L'enfant a décrit des éléments qui correspondent à une agression. Elle a nommé l'accusé. Elle l'a fait spontanément. Son état émotionnel confirme la cohérence de son récit. Essatou serra la main de sa fille encore plus fort. Mariama baissa la tête, incapable de soutenir les regards. Dans le box, Sori ferma les yeux. L'incompréhensible silence de Sori. L'avocat de la défense tenta de donner une autre version. Monsieur Sori Kane est un homme respecté. Il n'a jamais eu de problème avec la loi. Il souffrait peut-être d'un épisode mental dissociatif? Un état second? Il n'était peut-être pas conscient de son acte. Les murmures de la foule fusèrent. Mais lorsque le juge demanda directement à Sori. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Niez-vous les faits, oui ou non? Il baissa la tête. Ses épaules s'affaissèrent. Sa voix fut presque un souffle. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce fut pire qu'un aveu. Dans la salle, quelqu'un pleura. Un autre serra les poings. Fanta étouffa un sanglot. Mariama, elle, se recroquevilla contre sa mère. Le verdict tombe comme un coup de hache. Après plusieurs heures d'audition, le juge se leva. Son visage était grave,
presque triste. La salle devint si silencieuse qu'on aurait pu entendre voler une mouche. Après examen des preuves, après écoute des témoins, après analyse de l'état de l'enfant, la cour déclare l'accusé coupable d'agression sexuelle sur mineur de moins de 12 ans. Un cri étouffé jaillit au fond de la salle. Le juge continua, d'une voix lourde. En raison de la gravité extrême des faits, la peine maximale est prononcée. La peine de mort. Fanta s'effondra. Les fils de Sori se prirent la tête entre les mains. Et Satou, elle, resta immobile. Comme si son âme était partie ailleurs. Comme si ce verdict n'était qu'un écho lointain. Sori, lui, ferma les yeux. Pour la première fois depuis son arrestation, une larme coula sur sa joue. La sortie du tribunal. Lorsque les policiers le reconduisirent, un attroupement s'était formé dehors. Certains criaient vengeance. D'autres criaient justice. Quelques-uns pleuraient, dévastés. Le pick-up s'éloigna, soulevant un nuage de poussière qui flottait dans l'air comme un linceul. Sous le soleil brûlant, 2 familles venaient d'être condamnées pour un crime commis par un seul homme. Et rien, absolument rien, ne pourrait effacer la douleur laissée derrière. Lorsque la camionnette de police disparut dans la poussière du tribunal, Fanta resta immobile sur les marches, comme figée dans une peinture tragique. Elle semblait assommée, éteinte, comme si on lui avait arraché une partie d'elle-même. Le soleil tapait fort, mais Fanta avait froid. Un froid venu de l'intérieur. Un froid que même les larmes brûlantes qui coulaient sur ses joues ne parvenaient pas à chasser. Elle essuya maladroitement son visage, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle n'arrivait même plus à ajuster son foulard. Ses 2 fils, Ibrahima et Mokhtar, restaient à distance. Ils ne savaient pas s'ils devaient la prendre dans leurs bras, ou la laisser respirer. Le choc les avait eux aussi vidés de toute force. Ibrahima murmura. « Maman, rentrons, s'il te plaît. » Elle ne répondit pas. Elle se contenta de se lever, mécaniquement, comme un corps sans âme qui obéit encore à la gravité uniquement par habitude. Le retour au village. Quand la famille Kane entra à Kombena, une lourde tension flottait dans l'air. Les ruelles du village, d'habitude bruyantes, étaient étrangement silencieuses. Les portes en bois se refermaient doucement au passage de Fanta. Certains habitants la regardaient avec pitié. D'autres avec méfiance. D'autres encore avec une sorte de tristesse silencieuse. Une femme qui l'y connaissait bien murmura à une autre. « Elle ne mérite pas ça, mais qui peut séparer la mère du père ?» Une phrase courte. Mais un coup de poignard. Fanta entendait. Elle entendait tout. Chaque mot lui lacérait le cœur. La cour vide. En arrivant chez elle, elle découvrit un silence presque violent. La cour qui résonnait d'ordinaire des rires de ses enfants était maintenant une tombe. Le tabouret de Sori était encore là. Son foulard de travail pendait encore à un clou. Son parfum léger semblait flotter dans l'air, comme un fantôme. Fanta s'approcha du tabouret. Elle posa sa main dessus. Elle trembla. Puis elle s'effondra à genoux, se tenant la poitrine comme si un coup invisible venait de la frapper. « Pourquoi, Sori ? Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu fait porter une honte qui n'est pas la mienne ? Pourquoi as-tu détruit nos enfants ? Pourquoi ?» Ses sanglots résonnèrent dans la cour vide. Même les oiseaux se turent. Les fils perdus. Pendant que leur mère pleurait, les 2 garçons étaient assis à l'entrée, dos contre le mur de terre. Leurs yeux étaient rouges, leurs visages gonflés, mais aucune larme ne sortait plus. Les larmes avaient déserté pour laisser place à quelque chose de plus lourd. La confusion. Le dégoût. La honte. Mokhtar, le cadet, demanda d'une voix cassée. « Ibra, tu crois que papa, il a vraiment fait ça ?» Ibrahima resta silencieux longtemps. Puis il dit « Mariama n'a jamais menti de sa vie. Et papa n'a même pas dit que c'était faux. Il n'a rien dit ? Rien. C'est son silence qui a tout détruit. » Mokhtar baissa la tête et pleura, doucement, sans bruit. « Je veux que les gens arrêtent de nous regarder comme si on était des monstres. On n'a rien fait. On n'a rien fait. » Ibrahima posa son bras sur les épaules de son petit frère. « Je sais. Mais le village ne sait pas faire la différence entre le père et les enfants. On va devoir être fort. Pour maman. Pour nous-mêmes. » Ces mots sonnèrent comme une promesse. Une promesse de survie. Fanta une nuit sans fin. La nuit tomba sur Kombena. Une nuit lourde, chaude, sans vent, comme un couvercle écrasant sur la douleur. Fanta ne dormait pas. Elle était assise dans la cour, les yeux fixés sur le ciel. Les étoiles brillaient, mais elle n'en voyait aucune. Son esprit était ailleurs. Perdu dans une tempête intérieure où se mélangeait sa colère contre Sori, sa honte, son amour brisé, sa peur pour ses enfants, et ce sentiment terrible d'avoir été trahie dans ce qu'elle avait de plus sacré. À un moment, elle prit la photo de mariage qui trônait toujours dans sa chambre. Elle observa le visage de Sori, jeune, souriant, serein. Elle caressa légèrement l'image. Puis ses yeux se remplirent de larmes.
Tu étais l'homme que j'ai choisi. Tu étais le père de mes enfants. Tu étais mon pilier. Pourquoi as-tu brisé tout ça? Pourquoi? Aucune réponse, évidemment. Seulement le silence. Un silence lourd, glacial, accablant. Pendant ce temps, chez Essatou. Dans la case voisine, Essatou veillait Mariama, endormie mais toujours agitée. La fillette avait commencé à faire des cauchemars. Elle murmurait des phrases incompréhensibles. Elle pleurait dans son sommeil. Essatou, assise à ses côtés, la berçait doucement. « Je suis là, ma fille. Je suis là. » Mais elle savait que la présence d'une mère, aussi aimante soit-elle, ne suffit pas toujours à effacer les ténèbres. Le village retient son souffle. Cette nuit-là, personne à Combéna ne dormit vraiment. Car ce qui venait d'arriver n'était pas seulement un drame familial. C'était une fissure dans le cœur même du village. Une déchirure entre la tradition, la honte, la justice, la douleur, la vérité, et le silence. Tout le monde savait que rien, absolument rien, ne redeviendrait comme avant. Et quand la lune atteignit son zénith, éclairant faiblement les cases, une question flottait dans l'air. Comment une communauté brisée peut-elle se reconstruire? La cellule de Sori était petite, sombre, chaude comme un four. Un simple matelas usé, une petite fenêtre à barreaux, et une ampoule jaunâtre qui clignotait de temps en temps. Comme si même la lumière ne voulait pas rester trop longtemps près de lui. Sori était assis contre le mur, genoux repliés contre sa poitrine. Sa respiration était lente, presque douloureuse, comme celle d'un homme qui porte trop de poids dans un corps trop fragile. La journée avait été longue. Les juges, les regards accusateurs, les mots difficiles à entendre, les preuves, les murmures. Et surtout le verdict. La peine de mort. Ces mots tournaient en boucle dans sa tête. Chaque fois qu'il les entendait intérieurement, il avait l'impression qu'une pierre s'abattait sur sa poitrine. Les gardiens. 2 gardiens parlaient entre eux dans le couloir. C'est demain? Oui. À l'aube. Il n'avait pas besoin de dire plus. Leur ton grave suffisait. Sori entendait. Il ne disait rien. Il restait immobile. Son esprit était ailleurs. Les souvenirs qui attaquent. Quand la nuit tomba complètement, les souvenirs commencèrent à se réveiller. Le rire de Mariama, son petit visage souriant avant que tout ne bascule. La voix de sa sœur, Essatou, quand ils étaient enfants. Les soirées passées sous le grand fromager avec les amis du village. La douceur de Fanta le jour de leur mariage. Puis, une ombre, une silhouette d'un autre temps. Un souvenir qu'il avait enterré si profondément qu'il croyait l'avoir effacé. La voix de cet homme. Cette voix rauque qui disait « Si tu parles, je te tue ». Le jeune Sori alors tremblait. Le Sori adulte ferma les yeux. La douleur revenait, brutale. Comme une lame rouillée qu'on enfonce dans une blessure jamais cicatrisée. Il murmura. Pourquoi j'ai laissé le passé revenir me détruire, et détruire les autres? Il posa sa main sur son visage. Des larmes coulèrent. Pas des larmes bruyantes. Des larmes silencieuses qui brûlaient tout sur leur passage. La visite de minuit. Vers minuit, un gardien frappa doucement au barreau. Sori, tu as une visite. La dernière? Sori leva les yeux. Il sentit son cœur se serrer. Il savait qui c'était. Les pas s'approchaient. Lents. Hésitants. Puis, Fanta apparut. Elle portait un foulard blanc. Ses yeux étaient gonflés par les larmes. Son visage tremblait. Ibrahima et Mokhtar, leurs 2 fils, étaient derrière elle. Quand les yeux de Sori rencontrèrent ceux de sa femme, il eut l'impression que le monde entier venait de s'arrêter. Fanta s'avança. Elle se tenait droite, mais son âme était en lambeaux. Pourquoi, Sori? Dis-moi pourquoi. Même si ça ne change rien, dis-le-moi. Sori ouvrit la bouche. Sa voix tremblait. Je n'étais plus moi. J'ai laissé une douleur ancienne m'envahir. J'ai sombré. Et j'ai détruit ce que j'aimais le plus. Fanta ferma les yeux. Ses larmes coulèrent de plus belle. Tu as détruit 2 familles, Sori. Tu m'as trahi. Tu as brisé ton sang. Il hocha la tête, incapable de se défendre. Les enfants. Mokhtar, le plus jeune, s'approcha timidement. Il avait les yeux rouges. Papa. J'ai essayé de te défendre au début. Mais, tu n'as jamais dit que tu étais innocent. Pourquoi? Sori lui répondit avec une voix cassée. Parce que, je ne pouvais pas mentir. Je n'ai pas su contrôler mon esprit. Mais je ne pouvais pas nier ce que j'ai fait. Je vous ai déjà trop blessé. Je ne pouvais pas vous blesser encore avec un mensonge. Mokhtar éclata en sanglots. Ibrahima, lui, resta à distance. Il fixait son père avec un mélange de colère et d'amour déchiré. Tu m'as appris à protéger les faibles. Et tu as fait le contraire. Comment veux-tu que je te pardonne? Sori baissa la tête. Je ne te demande pas de pardonner. Je te demande seulement de ne pas devenir comme moi. De ne jamais laisser la douleur décider pour toi.
Ibrahim eut un frisson. Le dernier regard. Fanta regarda une dernière fois son mari. Elle avait aimé cet homme plus que sa propre vie. Elle avait partagé avec lui 20 ans de mariage. Et maintenant? Il n'était plus qu'un étranger portant son visage. Sori. Je prierai pour ton âme. Mais je ne pourrai jamais oublier. Jamais. Elle se tourna, prête à partir. Sori l'appela, la voix presque inaudible. Fanta. Malgré tout. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Elle ne répondit pas. Elle s'éloigna, les épaules secouées. Les garçons la suivirent, sans un mot, sans un regard en arrière. Quand leurs silhouettes disparurent derrière le couloir, Sori sentit quelque chose se briser en lui pour de bon. La nuit de tous les regrets. Il se recoucha au sol, livide. Son souffle tremblait. Il regarda les barreaux, puis le ciel noir à travers la fenêtre. Il savait que demain, à l'aube, tout se terminerait. Mais au fond de lui, un seul regret brûlait. Ne jamais avoir guéri l'enfant qu'il avait été. Et avoir laissé ce silence ancestral engendrer une tragédie. Il murmurait encore, dans la nuit. Pardon. Pardon à ceux que j'ai blessés. Pardon, Mariama. Puis il s'endormit. Un sommeil lourd. Un sommeil sans rêve. La dernière nuit de Sori avait commencé. Et avec elle, la dernière respiration d'un homme qui avait perdu sa bataille longtemps avant d'être jugé. L'aube n'était pas encore levée lorsque les gardiens ouvrirent le couloir du bloc carcéral. Leurs pas résonnaient comme des coups sourds, comme des tambours annonçant la fin d'une bataille déjà perdue. Le ciel était encore noir, mais une pâle lueur commençait à glisser derrière les collines. Une lueur froide. Une lueur sans chaleur. La lumière d'un jour qui ne promettait rien. Dans sa cellule, Sori Kane était éveillé. Il n'avait presque pas dormi. Ses yeux étaient ouverts depuis des heures, fixant la petite fenêtre grillagée par laquelle il apercevait un fragment du ciel. Il savait. Il sentait. Il avait compris. Aujourd'hui serait son dernier jour. L'heure appelée. Un gardien arriva devant sa cellule. Il resta silencieux quelques secondes, comme s'il cherchait comment annoncer l'inévitable. Puis, d'une voix basse, presque respectueuse. « Sori. C'est l'heure. » Sori ferma les yeux un instant. Son cœur battait fort, mais étrangement, plus par regret que par peur. Il se leva lentement, les jambes lourdes, presque paralysé par le poids de ce qu'il avait fait. Les gardiens lui passèrent les menottes, mais sans brutalité. Il n'y avait plus de colère. Il n'y avait plus de lutte. Il n'y avait plus qu'un homme, et la fin de son chemin. Le couloir de la fin. Le couloir semblait interminable. Chaque pas résonnait comme une sentence. Sori avançait avec difficulté. Ses pieds traînaient légèrement, comme si son corps voulait rester en arrière, comme si son âme n'était pas prête. Les gardiens ne parlaient pas. Le silence était sacré. Le silence était lourd. Le silence était la seule forme de respect qu'il pouvait encore offrir à un homme condamné. Arrivé au bout du couloir, Sori s'arrêta et demanda, d'une voix à peine audible. « Est-ce que je peux prier un instant ?» Le gardien hocha doucement la tête. Sori se mit à genoux. Ses mains tremblaient. Ses lèvres bougeaient. Des larmes glissèrent sur ses joues. Personne n'écouta sa prière. Elle n'était pas pour les hommes. Elle était pour Dieu. Elle était pour Mariama. Elle était pour ses enfants. Elle était pour l'enfant qu'il avait été. Pendant ce temps, à Kombena, le soleil commençait à pointer lentement, timidement, derrière les cases du village. Essatou se réveilla en sursaut. Elle sentit un frisson glacé courir dans son dos. Elle ne savait pas pourquoi. Mais son cœur s'était mis à battre plus vite. Dans la case voisine, Mariama dormait encore, enroulée dans son pagne. Son visage avait perdu la terreur des premiers jours. Mais une fragilité immense restait visible. Essatou regarda longuement sa fille. Quelque chose dans l'air avait changé. Une sensation étrange, indéfinissable. Comme si un fil invisible se rompait quelque part. Fanta, elle, était déjà éveillée. Elle n'avait pas dormi non plus. Elle savait que l'aube serait lourde. Elle savait que cette journée serait un tournant dans sa vie, dans celle de ses enfants, dans celle du village. Assise dans la cour, elle fixait le ciel. Elle attendait. Elle ne savait pas quoi. Mais elle attendait. Dans la chambre, les deux garçons se réveillèrent à leur tour, les yeux gonflés, le cœur lourd. Mokhtar demanda, la voix tremblante. « Ibra, tu crois que c'est maintenant ?» Ibrahima ne répondit pas. Il serra les dents. Son silence suffisait. Le souffle coupé du village. Dans les ruelles, quelques habitants sortaient pour balayer leur cour. Mais leurs gestes étaient lents. Leurs regards absents. Chacun semblait savoir, sans que personne ne parle. Le chef du village, lui, s'était levé plus tôt encore. Il se tenait debout près du fromager, le regard tourné vers la route. Il murmurait une prière ancienne. Que la lumière guide les âmes perdues, et apaise le cœur des vivants. Cette prière, il ne l'avait pas prononcée depuis la mort de sa femme,
des années plus tôt. Le dernier pas. À la prison, Sori fut conduit dans une petite pièce. Simple. Froide. Impersonnelle. Il regarda une dernière fois la fenêtre. Une brise légère entra, soulevant un peu la poussière. Ce fut la dernière caresse du monde pour Sori Kane. Puis l'ordre fut donné. Le reste fut rapide. Silencieux. Irréversible. La nouvelle tombe. Quelques minutes plus tard, un officier rédigeait le rapport. Il le posa sur la table et annonça à voix basse. C'est fini. Ces deux mots partirent comme un écho, se faufilant à travers les murs de la prison, traversant la route poussiéreuse, remontant jusqu'au village. Au même moment, à Kombena, un vent léger se leva soudain. Un vent frais. Inhabituel pour cette saison. Essatou, debout dans sa cour, leva les yeux vers le ciel. Mariama, encore endormie, remua doucement. Fanta, assise dans le silence, sentit une larme rouler sur sa joue sans comprendre pourquoi. Ibrahima et Mokhtar se regardèrent, sans parler. Le village entier ressentit quelque chose. Une fin. Un basculement. La dernière trace d'un homme. Un père, un frère, un mari, un voisin. Venait de disparaître de la surface du monde. Le silence qui suit. Cette matinée fut silencieuse. Personne ne parla du drame. Personne ne jeta la pierre. Personne ne se réjouit. Ce n'était pas un jour de justice. Ce n'était pas un jour de vengeance. C'était un jour de deuil. Un deuil étrange, complexe, qui mélangeait la douleur, la honte, la pitié, et le soulagement. Un deuil comme seul l'être humain peut en vivre. Quand la vérité est trop lourde pour n'entrer que dans une seule case. Une ère venait de s'achever. Et personne ne savait encore ce que la suivante apporterait. L'aube qui suivit l'exécution de Sori Kane se leva sur Kombena avec une étrange douceur. Un soleil pâle baignait les cases d'une lumière presque trop calme, trop silencieuse, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Ce matin-là, rien n'était normal. Les femmes balayèrent leurs courses en champ. Les hommes sortirent leurs moutons sans discuter. Les enfants marchèrent vers l'école plus lentement que d'habitude, les yeux encore lourds d'incompréhension. C'était comme si le village entier marchait sur une terre neuve. Une terre qui avait tremblé la veille. Une terre encore fragile. Le matin de Mariama. Dans la case d'Essatou, Mariama ouvrit les yeux avant même que sa mère ne se lève. Elle regarda le plafond longuement, sans bouger. Ses petites mains étaient posées sur sa poitrine, comme si elle se protégeait encore d'une menace invisible. Essatou la trouva ainsi, immobile, les yeux ouverts mais sans lumière. « Ma fille, tu as bien dormi ?» Mariama hocha la tête sans un mot. Mais Essatou vit la vérité. Elle vit les ombres sous ses yeux. Elle vit la peur cachée derrière son silence. Elle prit sa fille dans ses bras et la serra doucement. « Tu es en sécurité, Mariama ? Ton tonton ne te fera plus jamais de mal. » Mariama ne parla pas. Mais une larme glissa sur sa joue. Elle posa sa tête sur l'épaule de sa mère. Ce geste simple. Ce geste que les enfants blessés gardent comme refuge. Émut profondément Essatou. C'était le premier signe d'un chemin très long vers la guérison. Essatou entre soulagement et effondrement. Essatou ressentait une étrange sensation qui lui tordait le cœur. Quelque chose comme du soulagement, de la tristesse, de la colère, du vide, de la justice, du remords. Un mélange difficile à expliquer. Douloureux à supporter. Son frère avait commis l'irréparable. Il avait été puni. Mais c'était quand même son frère. Un frère qu'elle avait aimé, protégé, défendu autrefois. Un frère qui jouait avec elle quand ils étaient enfants. Un frère qu'elle avait porté sur le dos en riant. Elle murmura, les yeux pleins de larmes. « Pourquoi, Sori, pourquoi m'as-tu laissé porter ton ombre ?» Elle essuya rapidement son visage pour ne pas inquiéter Mariama. La courte visite du chef. Vers la fin de la matinée, le chef du village vint rendre visite à Essatou. Il s'assit lentement, avec le poids des années sur ses épaules. Il regarda Mariama, puis baissa les yeux. « La tempête est passée, Essatou, mais les blessures restent. Tu dois être forte. Pour elle. Pour toi. Pour nous tous. » Essatou hocha la tête, incapable de parler. Le chef continua. « Le village ne t'en veut pas. Tu n'as rien fait. Ton sang n'est pas souillé. C'est lui, ton frère, qui a fauté. Pas toi. » Essatou ferma les yeux. Ces mots la touchèrent profondément. Chez Fanta, la maison vide. De l'autre côté du village, Fanta n'avait toujours pas quitté sa maison. La cour semblait plus grande, plus vide, plus silencieuse que jamais. Le tabouret où Sori s'asseyait le soir était encore là. Comme un rappel cruel d'une vie qu'elle ne retrouverait jamais. Elle le fixait sans cligner des yeux, les bras croisés contre sa poitrine. Les voisins passaient devant la maison avec une extrême discrétion. Chacun sentait que la douleur de Fanta était un territoire sacré. Un territoire où personne ne devait marcher. Ibrahima, l'aîné,
s'approcha doucement de sa mère. « Maman, tu veux manger? Tu veux que je prépare quelque chose ?» Elle secoua la tête. « Je veux juste rester assise un moment. » Mokhtar arriva derrière, désemparé. « Maman, ça va aller ?» Elle posa sa main sur sa joue et répondit, d'une voix presque inaudible. « Je ne sais pas encore, mon fils. Mais on va essayer. Ensemble. » Le murmure du village. Dans les ruelles, les discussions reprirent, mais d'une manière différente. Plus douce, plus prudente, moins brutale. Une vieille femme murmura. « Le mal est parti, mais la douleur est encore là. Ce n'est pas parce que l'arbre a été coupé que ses racines cessent d'exister. » Un homme répondit. « Ce qui est arrivé à Sori doit servir de leçon. Pas de malédiction. » On sentait que Kombena tentait de recoller les morceaux. Lentement. Honnêtement. Avec la volonté de ne plus jamais ignorer les silences dangereux. Le premier signe d'espoir. L'après-midi, Mariama sortit pour la première fois de la cour depuis des jours. Elle marcha lentement vers le grand fromager. Chaque pas était une victoire. Chaque respiration un combat. Essatou, prête à intervenir à tout moment, la suivait de près. Arrivée à l'arbre, Mariama posa sa main sur le tronc. Elle ferma les yeux. Un souffle long sortit de ses lèvres. Puis elle dit, tout doucement. « Maman, je veux retourner à l'école? Un jour. Pas aujourd'hui. Mais un jour. » Essatou sentit son cœur s'ouvrir. Elle embrassa sa fille sur la tête. « Quand tu seras prête, ma fille. Pas avant. Pas après. Quand tu seras prête. » Ce fut une petite phrase. Très petite. Mais pour une enfant brisée, c'était un rayonnement. Une preuve que la lumière n'était pas complètement éteinte. Le village entier respira. Ce soir-là, pour la première fois, le village entendit un bruit qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. Le rire d'un enfant. Un rire timide, fragile, mais réel. Mariama riait parce qu'un petit garçon du voisinage avait fait tomber sa boule de mille et qu'il riait de lui-même. Ce petit rire, léger mais précieux, fit le tour du village comme une bénédiction. Comme un signe. Comme une promesse. Tout n'est pas perdu. On peut encore guérir. On peut encore se relever. La vie reprenait doucement à Kombena, mais la maison d'Essatou restait lourde comme une tombe. Chaque soir, quand Mariama s'endormait enfin, Essatou restait réveillée, assise près de la lampe tempête, fixant le vide. Elle repensait à tout. À son enfance avec Sori. À leur complicité. À ce frère doux qu'elle avait connu. Et qu'elle n'arrivait plus à retrouver dans le monstre désigné par la justice. Elle se demandait encore et encore. Comment un homme si calme, si respecté, a-t-il pu commettre l'irréparable? Cette question la rongeait. Elle avait besoin d'une réponse. Pas pour excuser. Jamais pour excuser. Mais pour comprendre. Comprendre ce qui avait pu pourrir l'âme de son frère au point de détruire tout ce qu'il touchait. Le coffre oublié. Quelques jours après l'exécution, Essatou décida de nettoyer la vieille case où elle et Sori avaient grandi. Une case abandonnée, dont le toit laissait passer un peu de lumière. Et dont l'air sentait la poussière, la terre, et les souvenirs. Elle y entra lentement. Chaque craquement du sol redonnait vie à des images de leur enfance. Elle s'agenouilla devant un vieux coffre en bois, couvert de poussière. Le coffre de leur mère. Celui qu'elle n'avait jamais osé ouvrir depuis sa mort. Elle enleva la poussière avec sa main tremblante, puis ouvrit le couvercle d'un geste hésitant. À l'intérieur, des pagnes pliées, un petit chapelet, des perles, des lettres, des photos, et un cahier. Un cahier fatigué, aux pages jaunies. Les dessins de Sori enfant y étaient encore visibles. Essatou sentit son cœur battre plus vite. Elle ouvrit la première page. Un texte d'écriture enfantine. Ensuite un autre. Et un autre. Un mot revenait souvent, écrit maladroitement, comme par un enfant qui ne sait pas vraiment comment en parler. Peur. Puis, sur une page, un dessin. Un dessin qui la cloua sur place. Un petit garçon, Sori, dessiné avec des traits tremblants. Et derrière lui, une silhouette noire, sans visage. Une main trop grande s'abattant sur lui. Essatou sentit une chaleur glacée parcourir tout son corps. Elle ferma le cahier de toutes ses forces, incapable de respirer. La visite du vieil oncle Boubacar. Le lendemain, un vieillard du village, l'oncle Boubacar, vint voir Essatou. Il marchait lentement, appuyé sur sa canne, son visage ridé par le temps et les secrets. Il s'assit devant elle, sous le fromager. Il dit doucement, « Ta mère, avant de mourir, m'a confié quelque chose sur Sori. Elle voulait te le dire un jour, mais elle est partie trop tôt. » Essatou sentit un frisson. Boubacar continua, sa voix tremblant légèrement. « Quand vous étiez petit, un homme de la famille, un homme aujourd'hui mort, a fait du mal à Sori. Beaucoup de mal. Il lui a volé son enfance. Il l'a brisée. Ta mère l'a découvert trop tard. Et Sori, lui, n'a jamais parlé.
Il a enfoui sa douleur dans le silence. Essatou porta la main à sa bouche, étouffant un sanglot. Les mots du vieillard continuaient, lourds, déchirants. Dans ces villages, on a préféré taire pour éviter la honte. On a préféré cacher pour éviter le scandale. On pensait protéger la famille, mais on a laissé le poison grandir en silence, jusqu'à ce qu'il se transmette. D'une victime à un bourreau. Ces mots frappèrent Essatou comme un coup de massue. Elle comprit soudain. Amère vérité. Sori n'était pas né monstre. Il avait été façonné par une horreur qu'il n'avait jamais pu affronter. Ce n'était pas une excuse. Rien ne pouvait justifier ce qu'il avait fait à Mariama. Mais c'était une vérité. Une vérité qui expliquait, sans pardonner, le poids du cycle. Essatou se leva brusquement. Elle fit quelques pas, le souffle court. Elle avait envie de crier, de pleurer, de frapper le sol. Pourquoi personne n'a rien fait? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette honte? Le vieillard baissa les yeux. Parce que notre génération avait peur. Parce que nous n'avions pas les mots. Parce qu'on pensait qu'un enfant oublierait. On s'est trompé, Essatou. Terriblement trompé. Et ton frère? Est mort avec le poids de ce silence. Essatou chancela. Elle s'appuya contre le fromager pour ne pas tomber. Le vent souffla doucement. Comme une caresse. Comme un aveu. La promesse. Après un long silence, Essatou parla d'une voix nouvelle. Je ne veux plus que Mariama porte ce cycle. Je ne veux pas qu'une autre enfant vive ce que j'ai vécu. Et encore moins ce que Sori a vécu. Le silence finit aujourd'hui. Je le jure. Je protégerai ma fille. Et tous les enfants du village. Même si je dois affronter le monde entier. Oncle Boubacar releva les yeux vers elle, ému. Alors tu es plus forte que nous tous, ma fille. Tu seras la fin d'une malédiction. Et le début d'une lumière nouvelle. Dans le cœur d'Essatou, une vérité amère. En rentrant chez elle, elle regarda Mariama jouer doucement avec des pierres. Sa fragilité, sa douceur, sa survie, tout cela fit naître une force immense dans le cœur d'Essatou. Elle se dit, mon frère a détruit, mais ma fille va reconstruire. Et moi? Je briserai le cycle, même s'il me brûle. Ce jour-là, Essatou comprit que le pardon n'était pas toujours nécessaire. Mais la compréhension, elle, l'était. Elle n'excusa pas Sori. Elle ne l'excuserait jamais. Mais elle comprit l'origine du mal qui l'avait déformé. Et cette compréhension allait devenir la fondation de la renaissance du village. Depuis l'exécution de Sori, la maison de Fanta ressemblait à une barque en pleine tempête. Une barque sans voile, sans rame, sans capitaine. Fanta essayait de tenir debout, mais à l'intérieur, elle se sentait comme brisée en 1000 morceaux. Ses deux fils, Ibrahima et Mokhtar, vivaient une douleur différente, plus silencieuse, mais tout aussi profonde. Ils n'avaient rien fait. Et pourtant, ils portaient une faute qui n'était pas la leur. À l'école, le fardeau invisible. Le lendemain de l'exécution, Ibrahima et Mokhtar tentèrent de retourner à l'école. Ils espéraient que la routine leur ferait du bien. Ils espéraient passer inaperçus. Ils espéraient que les enfants, eux aussi, avaient vu assez de douleur pour ne pas en ajouter une autre. Mais à peine arrivés dans la cour, les regards commencèrent. Des regards lourds. Des regards qui parlent sans mots. Puis vinrent les chuchotements. Regarde, c'est les fils du criminel. Leur père a fait ça à sa propre nièce, imagine. Moi, si j'étais eux, je ne reviendrais plus ici. Les deux frères marchaient tête baissée, tentant d'ignorer les piques, mais chaque murmure était un couteau dans leur dos. Dans la classe, l'enseignant fit semblant de ne rien voir. Peut-être pour ne pas envenimer la situation. Peut-être par lâcheté. Pendant la récréation, les choses empirèrent. Un groupe de grands garçons encercla Mokhtar. Le chef du groupe, un garçon insolent, lança. « Alors, le fils du monstre? Tu crois qu'on va jouer avec toi? Qui sait ce que tu caches? Peut-être que tu deviendras comme ton père. » Mokhtar sentit sa gorge se serrer. Il voulut répondre. Il voulut dire qu'il n'était pas son père. Qu'il n'avait rien demandé. Mais aucun son ne sortit. Les autres ajoutèrent. « T'es pas normal, toi. Vous êtes tous pareils dans ta famille. » Les mots étaient des gifles. Mokhtar baissa la tête, prêt à encaisser. Quand soudain une voix puissante tonna. « Touchez pas à mon frère. » Ibrahima, la colère d'un fils innocent. Ibrahima se tenait là, le regard noir, le poing serré, le souffle rapide. Il s'avança, se plaça entre Mokhtar et les autres garçons. « Vous pensez que c'est drôle? Vous pensez que parce que mon père a commis l'impardonnable, on va accepter vos insultes? On n'a rien fait. Rien. Alors c'est vous les lâches, pas nous. » Le chef du groupe recula légèrement, surpris par la colère du garçon d'habitude si calme. Mais il tenta de garder la face. « Et, on dit juste la vérité. Votre famille est sale. » Une gifle partit. Pas celle d'Ibrahima.
celle de Mokhtar. Un geste rapide, impulsif, douloureux. Le garçon tomba au sol. Silence total. Puis, le chaos éclata. Les enfants crièrent. Les professeurs accoururent. La punition tomba. Le retour à la maison, les larmes des garçons. De retour à la maison, Fanta les trouva assis dans un coin, le visage rouge, les yeux humides. Elle s'approcha, inquiète. « Mes fils, qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a blessé ?» Ibrahima serra les dents. Le village, les enfants, tout le monde nous regarde comme si on était des monstres. Alors qu'on n'a rien fait, maman? Rien. Mokhtar éclata en sanglots. Pourquoi ils ne comprennent pas? Pourquoi c'est nous qu'on attaque? Pourquoi papa a fait ça? Pourquoi il nous a laissé cette honte? Fanta sentit son cœur exploser à l'intérieur. Elle prit ses deux fils dans ses bras. Elle les serra si fort qu'ils purent enfin pleurer pour de vrai. Mes enfants, vous n'êtes pas votre père. Vous êtes ma fierté. Vous êtes de bons garçons. Ce que votre père a fait ne vous définit pas. Il pleurait. Elle pleurait. Les murs eux-mêmes semblaient pleurer. Fanta la force d'une mère. Après de longues minutes, Fanta essuya leurs larmes. Elle releva leur menton, un geste doux mais ferme. Écoutez-moi. Le village est blessé. Il ne sait plus comment regarder la vérité. Il aura besoin de temps. Mais vous, ne baissez jamais la tête. Jamais. Vous marchez droit. Vous travaillez. Vous devenez des hommes bons. Et un jour, on parlera de vous comme d'exemple. Ibrahima hocha la tête. Mokhtar renifla. Il venait de comprendre quelque chose d'important. Ceux qui héritent de la honte peuvent choisir d'en faire une force. Le début d'un renversement. Le lendemain, une scène inattendue se produisit à l'école. Quand les mêmes garçons tentèrent d'embêter Mokhtar. Cette fois, un autre enfant s'interposa. Un garçon du quartier, qui connaissait la famille Kane depuis longtemps. Il dit simplement, « Ils ont déjà assez souffert. Laissez-les tranquilles. » Puis un autre fit pareil. Puis un autre. Les moqueries cessèrent. Les regards changèrent. Pas totalement. Pas immédiatement. Mais le vent commençait à tourner. Car le village avait compris une chose. On peut condamner un homme. Mais condamner des enfants innocents, c'est reproduire la même violence. Le soir une lueur. Dans la soirée, alors que le soleil se couchait, Mokhtar s'approcha de son frère. « Ibra, merci d'avoir pris ma défense. » Ibrahima sourit faiblement. « C'est mon rôle. Tu n'es pas seul. On est ensemble. » Mokhtar hocha la tête. Puis il dit quelque chose qui bouleversa son frère. « Un jour, je deviendrai quelqu'un de bien. Pour que les gens arrêtent de parler de papa. Et qu'ils parlent de moi. En bien. » Ibrahima le serra dans ses bras. « On le deviendra tous les deux. Pour maman. Pour nous. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Fanta sentit une minuscule lueur dans le noir. Pas une lumière qui guérit tout. Juste une flamme. Mais parfois, une seule flamme suffit pour repousser toute une nuit. Les jours passaient lentement, comme des pages lourdes d'un livre qu'on peine à tourner. Mariama parlait peu. Elle mangeait peu. Elle dormait par intermittence, toujours en position recroquevillée, les genoux ramenés vers sa poitrine comme un bouclier. Essatou faisait tout pour recréer une atmosphère de sécurité, mais elle savait que rien n'efface un traumatisme. La seule chose qu'on peut faire, c'est accompagner. Un matin, la psychologue du poste de santé revint au village. Elle proposa à Mariama une activité simple. Dessiner ou écrire ce que tu ressens. Tu n'es pas obligé de montrer. C'est juste pour toi. Mariama ne répondit pas, mais elle prit la feuille. Un geste infime, mais un début. Le silence avant la naissance. Pendant plusieurs jours, Mariama s'assit seule derrière la case, ses crayons à la main. Essatou la surveillait de loin, sans intervenir. Elle laissait sa fille respirer, laissait l'émotion se déposer naturellement. Chaque soir, Mariama glissait la feuille sous sa natte avant de dormir. Comme un trésor. Ou comme un secret trop lourd. Puis, un matin, quelque chose changea. Mariama se leva tôt, prit la feuille et dit timidement. « Maman, je veux aller à l'école aujourd'hui. Juste un moment. » Essatou resta bouche bée. Mais elle sourit, les yeux brillants. Elle prépara rapidement un petit sac, arrangea les tresses de sa fille, l'embrassa sur le front. « D'accord, ma fille. Si tu veux. » C'était inattendu. C'était fragile. C'était immense. Le retour à l'école. Le chemin de l'école semblait plus long que d'habitude. Mariama marchait lentement, serrant la main de sa mère. À l'entrée, les enfants s'arrêtèrent net en la voyant. Certaines fillettes échangèrent des regards timides. Certains garçons fixèrent le sol. La maîtresse accourut, les yeux pleins de compassion. « Mariama, tu peux rester autant que tu veux. Même quelques minutes. Ton siège est là, comme d'habitude. » Mariama entra dans la salle, posa son sac,
prit une grande inspiration, puis s'assit. Essatou resta dehors, le cœur emballé, écoutant chaque bruit, craignant chaque silence. L'exercice déterminant. La maîtresse annonça d'une voix douce. Aujourd'hui, on va écrire une phrase, juste une. Le thème est ce que signifie être courageux. Vous pouvez écrire ou dessiner. Prenez votre temps. Les crayons grattèrent le papier. Mariama resta immobile d'abord. Puis, elle ouvrit sa feuille. Sa feuille secrète. Celle qu'elle cachait sous sa natte depuis des jours. Elle la posa sur la table. Et se mit à écrire. Lentement. Très lentement. Méthodiquement. Son poing tremblait. Mais son regard se fixait. Comme si quelque chose à l'intérieur d'elle se mettait enfin à parler. Quand elle eut terminé, elle leva la main. Silence total. La maîtresse s'approcha. Mariama lui tendit sa feuille. Le poème. La maîtresse lut. Et ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. Voici ce que Mariama avait écrit. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de marcher quand ton cœur tremble. Le courage, ce n'est pas de dire que tout va bien. C'est d'accepter que tout fait mal. Et de respirer quand même. Le courage, ce n'est pas d'oublier. C'est de ne pas laisser la douleur te voler ta lumière. Moi, je veux encore briller. Même un tout petit peu. Même si ma lumière tremble. La salle entière devint silencieuse. Les enfants ne comprenaient pas tout. Mais ils comprenaient l'essentiel. Mariama essayait de revenir à la vie. La maîtresse essuya ses larmes en hâte et dit. Mariama, c'est magnifique. Tu peux être fière de toi. Mariama baissa la tête timidement. L'écho de son poème. La directrice fut appelée. Elle lut à son tour. Elle fut émue. Le texte circula parmi les enseignants, puis parmi les parents. Et sans qu'elle le sache, sans qu'elle le cherche, sans qu'elle le comprenne, Mariama devint un symbole. Le symbole d'une enfant qui, malgré la pire des blessures, choisissait encore la lumière. Essatou, dehors, vit la maîtresse sortir, les yeux humides. Elle comprit aussitôt quelque chose d'important venait de naître. Quand Mariama ressortit de la classe, elle courut vers sa mère et dit d'une petite voix. « Maman, j'ai écrit quelque chose. La maîtresse a dit que c'était beau. » Essatou mit sa main sur la poitrine pour retenir ses larmes. Elle s'accroupit, serra sa fille et murmura. « Tu es plus forte que moi, ma fille. Tu es une lumière. Une vraie. » Mariama sourit. Un petit sourire. Fragile. Mais c'était un sourire. Et pour Essatou, c'était ce qu'elle espérait depuis des semaines. Le soir, naissance d'une voix. Dans sa case, Mariama prit enfin la parole. Pas pour raconter ce qu'on lui avait fait. Pas pour expliquer. Pas pour revivre la douleur. Elle dit simplement, « Maman, je veux écrire encore. Quand j'écris, la nuit fait moins peur. » Essatou l'enlaça délicatement. « Alors écris, ma fille. Écris jusqu'à ce que ton cœur respire. » Ce soir-là, une petite fille brisée redevint une petite fille courageuse. Et sans que personne ne le sache encore, la voix de Mariama allait bientôt changer l'histoire de tout Combena. Le soir tombait doucement sur Combena. Une brise fraîche traversait les ruelles, soulevant un peu la poussière, faisant frémir les feuilles du fromager. Le village semblait enfin respirer, après des semaines de tension. Mais Essatou, elle, ne trouvait aucun répit. Depuis la découverte du carnet de Sori, son cœur était un champ de bataille. Elle ne savait plus quoi penser, quoi ressentir. Elle se sentait tiraillée entre la colère, la tristesse, l'incompréhension. Et un malaise plus profond, comme si une vérité enfouie l'appelait. Ce soir-là, elle avait du mal à respirer. Elle tenait encore le cahier contre sa poitrine, comme si ce petit objet était la clé d'un mystère vieux de plusieurs décennies. La venue d'oncle Boubacar. Alors que la nuit commençait à avaler le ciel, on frappa à sa porte. Essatou ouvrit lentement. Sur le seuil, se tenait oncle Boubacar, un vieil homme du village, respecté pour sa sagesse, craint pour sa mémoire. Il s'appuyait sur sa canne, le visage plus grave que d'habitude. « Ma fille, on doit parler. Ce que j'ai à te dire ne peut plus attendre. » Essatou sentit une boule se former dans sa gorge. Elle comprit immédiatement. Il était temps d'affronter les ombres du passé. Elle invita le vieillard à s'asseoir sous le fromager, là où les vérités les plus lourdes s'étaient toujours dites. Le poids de 20 ans de silence. Oncle Boubacar prit une longue inspiration. Ses mains tremblaient légèrement. « Ta mère, avant de mourir, m'a confié un secret. Un secret qu'elle voulait te transmettre quand tu serais prête. Mais elle est partie trop tôt. » Essatou sentit son cœur accélérer. « Quel secret? Dites-moi, oncle. » Sori n'était pas méchant. Il n'était pas mauvais. Il n'était pas comme ça. Le vieillard baissa les yeux. Puis il prononça la phrase qui allait fissurer le monde d'Essatou. Sori a été victime, lui aussi, quand il était enfant. Essatou sentit ses jambes se dérober.
Elle porta une main à sa bouche, comme pour empêcher son cœur de sortir. Non. Non, oncle, non. Sorry? Mon sorry? Victime, de quoi? De qui? Le nom de l'ombre. Boubacar serra sa canne comme si elle était la seule chose qui le tenait debout. De ton grand-oncle Moussa. L'homme que tout le monde respectait. L'homme qui, derrière les sourires, portait un démon dans le cœur. Essatou sentit un vertige. Elle se souvint soudain de l'homme. Grand, sévère, trop silencieux. Avec un regard qui faisait parfois frissonner les enfants. Elle se souvenait aussi de la manière dont Sori fuyait toujours sa présence. Mais enfant, elle pensait que c'était juste un caprice. Elle murmura. Sori, ne m'a jamais rien dit, jamais. Boubacar hocha la tête. Parce qu'on lui a interdit. Parce qu'à l'époque, les enfants n'avaient pas le droit de parler. Parce que le village préférait cacher l'horreur plutôt que l'affronter. Ta mère l'a découvert tard, trop tard. Elle a juré de le protéger. Mais le mal était déjà fait. Une larme glissa sur la joue du vieil homme. Elle m'a dit avant de mourir. J'ai perdu mon fils 2 fois. Une première fois quand ce monstre l'a détruit. Une deuxième fois quand Sori a enterré sa douleur dans le silence. Essatou s'effondre. Essatou éclata en sanglots. Des sanglots violents, incontrôlables, qui secouaient ses épaules, qui trempaient son pagne, qui réveillaient toutes les douleurs enfouies. Elle pleurait pour Mariama. Elle pleurait pour Sori. Elle pleurait pour l'enfant brisé qu'il avait été. Elle pleurait pour elle-même, pour n'avoir jamais vu les signes, pour n'avoir pas protégé son frère. Pourquoi? Pourquoi personne n'a rien dit? Pourquoi on l'a laissé souffrir seul? Pourquoi? Le vieillard pleurait lui aussi. Parce que nous étions faibles. Parce qu'on avait peur des scandales. Parce qu'on croyait qu'un homme respectable ne pouvait pas être un monstre. Parce qu'on préférait la honte silencieuse à la vérité bruyante. Et aujourd'hui, on paie le prix de ce silence. Le poids de l'héritage. Essatou se releva péniblement. Elle regarda le ciel, les étoiles, les arbres, le village. Il y avait tant de douleur dans son regard. Mais aussi une étincelle. Donc, mon frère a reproduit ce qu'on lui a fait? Il a laissé sa blessure devenir une arme? Boubacar baissa la tête. Oui. C'est ainsi que naissent les cycles. Un enfant blessé devient un adulte blessant. Parce que personne ne l'a soigné. Parce que personne n'a parlé. Essatou ferma les yeux. Elle sentit son âme trembler. La décision qui change tout. Quand elle rouvrit les yeux, une force nouvelle brillait en elle. Alors moi, je briserai ce cycle. Je jure devant Dieu, devant mes ancêtres, et devant l'âme de mon frère, que Mariama sera la dernière victime de notre lignée. Plus jamais un enfant ne sera détruit par notre silence. Plus jamais je ne me tairai. Boubacar posa une main sur son épaule. Tu viens de dire les mots que nous aurions dû dire il y a 20 ans. Tu viens de réparer ce que nous avons cassé. Tu es le début d'une lumière que nous n'avons pas su allumer. La nuit qui suit le dialogue des âmes. Cette nuit-là, Essatou ne dormit pas. Elle s'assit auprès de Mariama, la regardant respirer doucement. Sa main posée sur la petite jambe fragile de sa fille. Elle murmura dans l'obscurité. Sori, mon frère, tu as commis l'irréparable. Mais tu as aussi été brisé avant de devenir bourreau. Je ne te pardonne pas. Mais je te comprends désormais. Et je te promets une chose. Ton histoire ne détruira plus personne. Elle servira à sauver. À protéger. À prévenir. À guérir. Dans le silence de la nuit, on aurait dit que le vent murmurait en retour. Et dans ce souffle, Essatou sentit pour la première fois, que son frère trouvait peut-être enfin un fragment de paix. Les jours qui suivirent la révélation du secret furent différents. Le vent semblait plus doux, l'air moins lourd, les regards moins tranchants. Ce n'était pas que la douleur avait disparu. Non. Elle était toujours là, tapie dans les souvenirs. Mais quelque chose avait changé. Une lumière. Un souffle. Un début. Et cette lumière, c'était Mariama. La petite fille qui redevenait debout. Depuis son poème, quelque chose s'était ouvert en elle. Une porte intérieure. Une respiration nouvelle. Elle n'était pas guérie. Mais elle avançait. Chaque matin, elle écrivait quelques phrases. Parfois un dessin. Parfois juste une ligne. Des phrases simples, mais vraies. Aujourd'hui j'ai un peu moins peur. Je veux sourire même si ça tremble. Je ne suis pas ce qu'il m'a fait. Essatou l'observait avec une fierté silencieuse. Cette petite fille blessée devenait, petit à petit, une petite fille courageuse. La rencontre au fromager. Un après-midi, alors qu'elle écrivait sous le grand fromager. Plusieurs enfants s'approchèrent d'elle. Des filles, des garçons, certains de sa classe, d'autres du quartier. Ils restèrent debout un moment, intimidés. Puis une fillette dit doucement. Mariama, ton poème, il m'a fait du bien.
Un autre ajouta. Tu es forte. Moi aussi j'ai peur parfois. Mais quand j'ai lu ce que tu as écrit, je me suis senti moins seule. Mariama leva les yeux, surprise. Elle ne s'attendait pas à ça. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Un vrai sourire. L'idée d'Essatou. En voyant cela, Essatou sentit une idée naître en elle. Une idée qui prenait racine dans la blessure, dans l'amour maternel, dans la promesse qu'elle avait faite la nuit de la révélation. Le soir même, elle réunit quelques femmes du village. La psychologue du poste de santé. La maîtresse de Mariama. 2 mères dont les enfants avaient vécu des traumatismes. Et même Fanta, qui accepta de venir malgré la douleur. Elles s'assirent en cercle sous le fromager. Essatou prit la parole. Nous avons toutes vu la souffrance de Mariama. Nous avons toutes vu la chute de Sori. Nous avons toutes compris une chose. Ce silence qui détruit les enfants ne doit plus jamais exister ici. Plus jamais. Les femmes hochèrent la tête, leurs yeux brillants. Je veux qu'on crée quelque chose. Un cercle. Un lieu de parole. Un refuge. Pour que les enfants n'aient plus peur. Pour qu'ils puissent parler. Pour qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais seuls. Un murmure d'approbation parcourut le groupe. La maîtresse dit, on pourrait l'appeler la maison de la lumière. Fanta ajouta, la voix tremblante. Oui. Pour qu'aucun enfant ne devienne comme Monsori, ou comme Mariama avant son courage. Les femmes se prirent les mains. Ce soir-là, l'association La Maison de la Lumière venait de naître. Le retour des fils de Sori. Ibrahima et Mokhtar, eux aussi, changeaient. Depuis leur confrontation à l'école, ils avaient commencé à comprendre une vérité essentielle. Ils pouvaient choisir quel type d'homme ils deviendraient. Un soir, Ibrahima alla voir Essatou. Il se tenait devant elle, droit, sérieux, déterminé. Tata. Je veux aider. Je veux protéger les enfants, moi aussi. Je veux que le nom de mon père ne soit pas la fin de notre histoire, mais le début d'autre chose. Mokhtar, timide, ajouta. Moi aussi. Essatou fut ému aux larmes. Elle posa ses mains sur leurs épaules. Vous êtes des garçons courageux? Des garçons bons? Votre avenir n'a rien à voir avec le passé de votre père. Je suis fier de vous. Ce soir-là, les fils du bourreau décidèrent de devenir les défenseurs des enfants du village. La première réunion publique. Une semaine plus tard, la grande réunion du village fut organisée. Hommes, femmes, jeunes, anciens. Tous étaient là. Le chef du village prit la parole. Nous avons failli. Nous avons laissé un enfant brisé devenir un adulte dangereux, par peur du scandale. Nous avons laissé une petite fille souffrir, parce que nous ne savons pas écouter les signes. Cela doit changer. Cela change aujourd'hui. Il invita Essatou à parler. Elle se leva, les mains tremblantes, mais le regard solide comme la pierre. Je ne veux pas que ma fille soit juste une victime. Je veux qu'elle soit un symbole. Et je veux que votre silence ne soit plus jamais une arme. La maison de la lumière, c'est pour nos enfants, pour leur avenir, pour notre dignité. La foule acquiesça. Certains pleuraient. D'autres serraient les dents en pensant aux erreurs passées. La petite fille prend la parole. Puis, contre toute attente, Mariama s'avança. Sa petite silhouette se glissa entre les jambes des adultes. Elle monta sur la petite estrade improvisée, un simple banc. Elle regarda toute l'assemblée, puis dit d'une voix très douce, mais qui porta dans tout le village. Je ne veux pas que d'autres enfants aient mal comme moi. Si j'ai eu mal, c'est parce que je n'ai pas su parler. Mais maintenant, je peux. Et vous devez écouter. Écoutez toujours les enfants. Écoutez même quand c'est difficile. Parce que, c'est là que commence le courage. Un silence sacré tomba. Puis, des applaudissements. Lents, lourds, profonds. Le village comprit ce soir-là qu'un tournant venait d'être franchi. La nuit tombe, la lumière reste. Quand Mariama rentra ce soir-là, Essatou la serra dans ses bras et murmura. Tu n'es plus seule. Tu ne le seras plus jamais. Tu viens de changer notre village, ma fille. Tu as allumé une lumière que plus rien n'éteindra. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Mariama dormit profondément. Sans cauchemar. Sans sursaut. Juste la paix. La paix d'une enfant qui avait trouvé sa voie, et qui venait de devenir la lumière de tout un village. Le soleil se levait à peine sur Combena lorsque les habitants commencèrent à se rassembler autour de la grande case communautaire, une vieille bâtisse en terre rouge abandonnée depuis des années. Ce matin-là, elle allait renaître. Ce matin-là, elle devenait la maison de la lumière. Les femmes du village avaient balayé l'intérieur, réparé le toit, décoré les murs avec des pagnes colorées. Les hommes avaient apporté des bancs, retaillé des planches, consolidé les poteaux. Même les enfants avaient aidé, portant des calebasses d'eau, dessinant des fleurs à la craie sur le sol. Une énergie nouvelle flottait dans l'air.
Comme si, pour la première fois depuis longtemps, Combena respirait autrement. L'inauguration. À midi, le chef du village prit place devant la case rénovée. À ses côtés, Essatou, droite comme une colonne. Fanta, encore fragile mais présente. La maîtresse de Mariama. La psychologue. Et les deux fils de Sori, Ibrahima et Mokhtar, fiers de tenir leur rôle. Le chef leva les mains pour ramener le silence. Aujourd'hui, nous ouvrons un lieu qui n'a jamais existé dans notre histoire. Un lieu où la parole des enfants comptera plus que la réputation des adultes. Un lieu où la vérité passera avant la honte. Un lieu où nous apprendrons à écouter, avant qu'il ne soit trop tard. Des murmures d'approbation parcoururent la foule. Puis Essatou s'avança. Essatou prend la parole, le discours qui marque. Sa voix était calme, mais chargée d'une puissance intérieure. J'ai perdu un frère avant même de savoir que je l'avais perdu. Et j'ai failli perdre ma fille parce que je n'ai pas reconnu certains signes. Aujourd'hui, je refuse que d'autres mères vivent ce que j'ai vécu. Je refuse que d'autres enfants se taisent comme Sori s'est tue. Et je refuse que d'autres familles portent une douleur qui aurait pu être évitée. Elle inspira profondément. La maison de la lumière, ce n'est pas seulement un lieu. C'est une promesse. Une promesse de protection. Une promesse d'écoute. Une promesse de changement. La foule resta silencieuse, prise dans son émotion. Les confessions des anciens. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Un vieil homme se leva. Puis un autre. Puis une femme âgée. Ils s'approchèrent, l'un après l'autre, chaque pas lourd de décennies de secrets. Le premier, les larmes aux yeux, murmura. Moi aussi, quand j'étais petit, quelqu'un m'a fait du mal. Et je ne l'ai jamais dit. J'ai vécu avec ça toute ma vie. Aujourd'hui, je veux libérer ma douleur. La foule fut frappée par le choc. Une femme âgée dit. Mon frère aussi, je l'avais vu changer. Je n'ai pas su comprendre. Je n'ai pas su aider. Je n'ai pas su parler. Puis un troisième avoua. J'ai caché un crime dans ma famille, il y a très longtemps. Par peur du scandale. Cette peur a détruit des vies. J'aurais dû parler. J'aurais dû être courageux. On aurait dit que des portes verrouillées depuis des générations s'ouvraient enfin. Les non-dits sortaient. Les ombres se dégageaient. Pour la première fois, le village faisait face à son passé au lieu de le cacher. Fanta le courage de la vérité. Puis vint le tour de Fanta. Elle s'avança lentement, soutenue par ses fils. Son visage tremblait, mais ses yeux étaient déterminés. Je suis la femme d'un homme qui a détruit une enfant. Je porterai cette douleur toute ma vie. Mais je refuse que mes enfants héritent de sa honte. Ils sont innocents. Ils sont bons. Ils sont courageux. Elle vit Mokhtar serrer sa main, et cela lui donna la force de continuer. Je veux que la maison de la lumière soit aussi un lieu de reconstruction. Un lieu où les enfants blessés deviendront des adultes protecteurs. Un lieu où on apprend que le mal peut être arrêté. Si on ouvre les yeux à temps. Les gens pleuraient. Ils comprenaient enfin que la tragédie avait touché les deux familles. Et qu'il était injuste de condamner des innocents pour la faute d'un seul homme. Ibrahima et Mokhtar, un serment. Les deux garçons avancèrent à leur tour. Ibrahima parla en premier. Mon père a fait quelque chose de terrible. Je ne pourrai jamais changer ça. Mais je peux devenir un homme différent. Un homme qui protège. Un homme qui écoute. Un homme qui ne laisse jamais un enfant souffrir en silence. Mokhtar leva la tête, les yeux brillants. Je veux aider les autres enfants à ne pas avoir peur. Je veux être leur ami. Je veux être un grand frère pour ceux qui n'en ont pas. La foule applaudit. Longuement. Avec sincérité. L'ouverture des portes. La maison de la lumière ouvrit officiellement ses portes. À l'intérieur, un coin pour écrire. Un coin pour jouer. Un coin pour parler en tête-à-tête. Un coin pour dessiner. Un petit bureau pour la psychologue. Des fresques colorées peintes par les enfants. Et au centre, un cercle de tapis en pagne. Le cercle de la parole. Le cœur du projet. Ce jour-là, une dizaine d'enfants entrèrent timidement, puis s'assirent. Mariama, elle, alla toucher une fresque représentant un soleil. Elle dit doucement, « Ici, je me sens en sécurité. » Essatou sentit les larmes monter. Mais ce n'étaient plus des larmes de douleur. C'étaient des larmes d'espoir. Le village change. Les semaines suivantes, quelque chose de remarquable se produisit. Les parents apprirent à reconnaître les signes de traumatisme. Les enfants commencèrent à parler plus librement. Des hommes auparavant très fermés vinrent eux aussi pour comprendre leurs propres blessures. Les écoles collaborèrent avec la psychologue. Les commérages diminuèrent. Les regards accusateurs disparurent. La honte recula. La vérité devint moins lourde. Combena n'était plus le même village. Il devenait un village qui écoute. Un village qui protège. Un village qui guérit. Essatou le réalisait. Un soir, assise au bord du fromager,
Essatou sourit en voyant les enfants courir, rire, jouer autour de la maison de la lumière. Elle murmura. Sorry. Tu as détruit. Mais ta chute a réveillé une vérité que nous avions enterrée. Grâce à Mariama. Grâce aux enfants. Grâce au courage. Ton histoire a mis fin à une malédiction. Le vent souffla légèrement. Comme une réponse. Les semaines passèrent, et la maison de la lumière devint rapidement le cœur battant de Combena. Chaque jour, on y voyait. Des enfants venir jouer ou se confier. Des mères chercher des conseils. Des pères venir comprendre les erreurs du passé. Des anciens écouter en silence. Des enseignants se former. Des jeunes prêter main forte. Le village, autrefois divisé, commençait à marcher d'un même pas. Et tout cela, sans que personne ne l'ait prévu, attira l'attention, bien au-delà des frontières du village. L'arrivée des journalistes. Un matin, une moto rugit à l'entrée de Combena. Derrière le bruit du moteur se cachait une équipe de journalistes d'une radio nationale. Ils avaient entendu parler de la Maison de la Lumière, de son impact, de son histoire, de Mariama. Ils voulaient comprendre comment une tragédie avait pu créer un mouvement. La directrice de l'école les accueillit, souriante. Vous verrez, ce que nous avons construit ici est né d'une douleur, mais grandit grâce au courage. Ils traversèrent le village, observant les fresques peintes par les enfants, les jeunes garçons qui jouaient avec Mokhtar, le cercle de parole animé par Essatou. L'un des journalistes murmura. C'est incroyable. Ce village a transformé un drame en lumière. L'entretien avec Mariama. La journaliste souhaita parler à Mariama, mais Essatou s'interposa d'abord. Elle n'est pas un spectacle. Elle parle seulement si elle veut parler. Et si ça ne lui fait pas de mal. La journaliste acquiesça, respectueuse. Mariama jouait à côté, ses crayons à la main. Elle entendit la conversation. Elle réfléchit quelques secondes, puis s'avança doucement. Je veux parler, mais seulement un peu. La journaliste s'agenouilla pour être à sa hauteur. Elle souriait, mais sans pitié, sans tension. Mariama, que veux-tu dire au monde? La petite fille prit une longue inspiration. Puis elle prononça des mots simples, mais puissants. Je veux que les enfants sachent qu'ils ne doivent pas avoir honte. Quand on parle, on guérit. Et quand on garde le silence, on reste seul dans la peur. Moi, je ne suis plus seul. La journaliste eut les larmes aux yeux. C'était un message venu d'une enfant. Mais il avait la force d'une prophétie. L'histoire de Combena se répand. Quelques jours plus tard, le reportage passa à la radio. Partout dans la région, dans les villages voisins, dans les écoles, dans les hôpitaux, les gens entendirent la voix de Mariama. Ils entendirent parler de la Maison de la Lumière, du courage des enfants, du serment d'Essatou, de la dignité de Fanta, de la transformation des fils de Sori. Le téléphone de la directrice commença à sonner. Des écoles voulaient des conseils. Des chefs de village voulaient venir voir. Des mères demandaient s'il était possible de créer la même chose chez elles. Combena, autrefois un simple point sur la carte, devenait un symbole. Le premier pas de Fanta vers la guérison. Dans la maison de Fanta, un changement subtil commença. Elle avait longtemps vécu enfermée dans une douleur qui la rongeait. Elle évitait les foules, elle se cachait du regard des gens, elle pleurait en silence. Mais lorsqu'elle vit ses fils participer à la Maison de la Lumière, lorsqu'elle entendit le reportage, lorsqu'elle observa Mariama jouer avec d'autres enfants, quelque chose s'alluma en elle. Un soir, sans prévenir, elle se rendit à la case communautaire. Essatou la vit entrer. Surprise. Fanta baissa les yeux, d'abord hésitante. Puis elle murmura. Est-ce que je peux aider, moi aussi? Essatou, ému, la prit dans ses bras. Tu as ta place ici, Fanta. Ta douleur peut sauver d'autres enfants. Ton histoire peut guérir d'autres familles. Fanta respira profondément. C'était son premier pas. Un petit pas. Mais un pas vers la lumière. Un défi approche. Alors que tout semblait s'améliorer, qu'un nouveau souffle traversait le village. Le chef du village convoqua une réunion spéciale. Son visage était préoccupé. Très préoccupé. Il dit d'une voix grave. Une famille de l'extérieur veut s'opposer à la Maison de la Lumière. Ils disent que nous déformons les enfants. Que nous disons trop de vérité. Que nous détruisons les traditions. Ils veulent l'arrêter. Ils menacent d'aller devant les autorités. La salle devint silencieuse. Les regards s'assombrirent. Les poings se serrèrent. Un combat inattendu se profilait. Un combat pour la vérité. Pour les enfants. Pour la lumière. Essatou murmura, déterminé. S'ils veulent nous faire taire, ils se trompent de village. Nous avons trop souffert pour reculer maintenant. Nous défendrons la Maison de la Lumière, jusqu'au dernier souffle.
Fanta ajouta. Ils n'ont pas connu la douleur? Nous oui. Et la douleur nous a appris le courage. Les fils de Sori hochèrent la tête, prêts à se battre pour la cause. Mariama, elle, regardait la scène. Un crayon à la main. Elle dessina un soleil. Avec un mot écrit dessous. Toujours. Le lendemain de la réunion, un vent étrange soufflait sur Combena. Un vent lourd, chargé d'électricité, comme si la terre elle-même savait que quelque chose d'important allait se produire. À l'entrée du village, une voiture 4x4 blanche se gara dans un nuage de poussière. Un véhicule étranger. Des hommes en sortirent, 3 exactement, vêtus de boubous impeccables, lunettes sombres, chaussures qui n'avaient jamais touché la poussière. Derrière eux, une femme au visage dur, sévère, avançait d'un pas assuré. C'était la représentante de la famille qui s'opposait à la Maison de la Lumière. Une famille influente. Puissante. Capable, disait-on, d'écraser la réputation de qui elle voulait. Le chef du village s'avança avec prudence. Les habitants suivaient à distance, nerveux. La représentante prit la parole d'une voix froide. Nous venons parler de votre initiative. Ce centre où vous prétendez libérer les enfants. Ce que vous faites est dangereux. Très dangereux. Les mots claquèrent dans l'air. Les premières étincelles. Essatou sortit de la Maison de la Lumière, suivi de près par Fanta et les enfants. Elle regarda la femme dans les yeux. Dangereux pour qui? Pour les enfants? Ou pour ceux qui ont peur qu'ils parlent? La femme fronça les sourcils. Vous accusez sans preuve. Nous voulons simplement préserver nos traditions. Dans notre culture, les problèmes de famille se règlent en famille. Pas en public. Essatou répliqua sans trembler. C'est à cause de cette phrase que tant d'enfants ont été détruits. C'est à cause de ce silence qu'un jour, mon frère a reproduit l'horreur qu'il avait vécue. Nous ne reviendrons jamais en arrière. Un murmure d'approbation parcourut la foule. La menace officielle. Les hommes en boubou imposants avancèrent d'un pas. Le deuxième prit la parole, d'une voix forte. Si vous n'arrêtez pas ce centre, nous irons jusqu'à Dakar. Nous irons devant les autorités. Nous dirons que vous semez la division. Que vous perturbez l'ordre social. Que vous manipulez les enfants. La foule se crispa. Plusieurs femmes serrèrent leurs pagnes contre elle. Les hommes serrèrent les poings. Le chef du village essaya de calmer la tension. Écoutez, nous voulons juste protéger nos enfants. Notre initiative a sauvé des vies. Elle a permis la paix. Mais l'homme répliqua sèchement. La paix? Vous appelez ça la paix? Votre village est devenu célèbre pour un scandale. Vous voulez attirer l'attention sur vous? Vous voulez que les secrets de chacun soient dévoilés? Vous êtes en train de détruire l'équilibre de toute une région. Ces mots étaient un poison. Une manipulation. Une vieille peur ancestrale. Que la vérité fasse éclater les mensonges des puissants. Mariama sort de la maison. Alors que la tension atteignait son pic, une petite main poussa doucement la porte de la Maison de la Lumière. C'était Mariama. Elle avança vers la foule. Ses pas étaient lents, mais déterminés. Son regard calme, mais profond. La représentante la regarda avec un mépris à peine caché. Et voici, la petite qui a tout déclenché. Tu vois, enfant? Ton histoire divise ton peuple. Un silence glacé tomba. Mariama leva les yeux vers la femme. Et elle dit d'une voix douce, mais si claire que tout le village l'entendit. C'est le mensonge qui divise. Pas la vérité. Un frisson parcourut les gens. La femme resta figée. Mariama continua. Moi, j'ai eu mal parce que j'ai eu peur. J'ai eu mal parce qu'on ne m'écoutait pas. J'ai eu mal parce que je pensais que parler était interdit. La Maison de la Lumière m'a sauvé. Elle sauvera d'autres enfants. Même si vous ne le voulez pas. Le silence devint sacré. La représentante blêmit. Elle ne s'attendait pas à affronter la voix d'une enfant. Encore moins une voix aussi pure. Aussi incontestable. Le village se lève. Une femme du village s'avança. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai été blessée. Et j'ai dû me taire. Jamais plus. Je soutiens la Maison de la Lumière. Puis une autre. Ma fille a été sauvée grâce à ce centre. Vous n'avez aucun droit de nous en priver. Puis un homme. Si vous pensez que la honte doit être cachée, alors vous ne connaissez pas la valeur de nos enfants. Fanta, la voix tremblante, ajouta. Mon mari a détruit une famille parce qu'il n'a jamais pu parler. Parce que son propre drame a été enterré. Je ne veux pas que d'autres hommes deviennent comme lui. Je soutiens la Maison de la Lumière. Moi, la femme du bourreau. Le choc fut total. L'autorité arrive. Alors que la tension montait encore, un pick-up de la gendarmerie arriva. Un lieutenant en descendit. Il regarda la foule. Puis les visiteurs extérieurs. Il dit d'une voix ferme. Nous avons reçu votre plainte. Et nous avons enquêté. Nous avons interrogé les familles, les enseignants, les médecins. Nous avons visité le centre. Et voici notre décision.
Le silence devint absolu. La maison de la lumière est un lieu légitime, nécessaire et vital. Elle reste ouverte. Et toute tentative de l'entraver sera considérée comme une menace contre la sécurité des enfants. La foule explosa d'un souffle de soulagement. Des larmes jaillirent. Des prières s'élevèrent. Les opposants restèrent muets, annihilés, défaits, réduits au silence. Une conclusion puissante. Le lieutenant conclut. Le monde change. Les enfants doivent être protégés. Et ce village montre l'exemple. Mariama, toujours debout au centre, laissa un sourire timide illuminer son visage. Essatou éclata en sanglots. Des larmes de délivrance. Fanta tomba à genoux et remercia Dieu. Les fils de Sori levèrent le poing en signe de victoire. Et la maison de la lumière, ce matin-là, devint plus qu'un centre. Elle devint une forteresse. Depuis la confrontation avec la famille influente et la décision officielle qui confirmait la légitimité de la maison de la lumière, Kombena n'était plus un village comme les autres. Il était devenu un symbole. Et un symbole attire des regards, des pas, des questions, des espoirs. L'afflux des visiteurs. Dès l'aube, on pouvait voir des motos, des cars, des voitures venant de villages voisins. Certains arrivaient même de très loin. Ils venaient demander comment aider leurs propres enfants, comment créer un centre similaire, comment parler de sujets tabous, comment briser les silences qui empoisonnaient des générations. Les femmes du village accueillaient les visiteurs avec du bissap et des sourires. Les enseignants prenaient des notes pour transmettre leurs modèles dans les écoles d'ailleurs. Et dans la maison de la lumière, les enfants riaient, jouaient, parlaient. Comme si cette case avait autrefois contenu l'obscurité. Et contenait maintenant le soleil lui-même. Mariama devient un symbole. Un journaliste revint pour un second reportage. Mais cette fois, il ne voulait pas simplement raconter l'histoire. Il voulait comprendre la transformation. Il demanda à Mariama. Comment te sens-tu aujourd'hui? Elle réfléchit, puis dit. Je me sens courageuse. Avant, j'avais l'impression que la peur contrôlait tout. Maintenant, c'est moi qui décide. Une phrase simple. Mais elle résonna dans toute la région. Un poème écrit par Mariama fut affiché dans 3 écoles voisines. Les enfants le lisaient à haute voix. La lumière ne vient pas quand tout va bien. La lumière vient quand on lui ouvre la porte. Les adultes étaient bouleversés. Les enfants étaient inspirés. La transformation de Fanta. Fanta, quant à elle, commençait doucement à respirer à nouveau. Elle venait désormais chaque jour à la maison de la lumière. Non pas comme spectatrice, mais comme pilier. Elle aidait les mères en crise, parlait avec les enfants silencieux, partageait son expérience douloureuse pour en faire une force. Une femme du village lui dit un jour. Tu t'es relevé d'une montagne. Et maintenant tu aides les autres à grimper aussi. Ton courage est une bénédiction. Fanta baissa les yeux, émue. Elle se sentait enfin utile. Vivante. Alignée avec une mission qui dépassait sa propre douleur. Les fils de Sori trouvent leur voie. Ibrahima et Mokhtar, eux, avaient trouvé leur rôle sans même s'en rendre compte. Ibrahima enseignait aux plus petits à se défendre. À dire non. À reconnaître les signes de danger. À chercher un adulte de confiance. Mokhtar s'était lié d'amitié avec un enfant nouveau dans le centre. Un garçon qui ne parlait jamais. Qui tremblait quand on l'appelait. Qui refusait de sortir des coins d'ombre. Mokhtar lui dit un jour. Moi aussi, j'ai eu peur. Mais tu n'es plus seul. Le garçon leva les yeux pour la première fois. Et sourit. Mokhtar comprit ce jour-là. Que sa blessure pouvait devenir une force. Un pouvoir pour aider les autres. Une visite inattendue. Un après-midi, alors que le soleil se couchait lentement. Une femme arriva seule à Kombena. Elle n'était pas habillée comme les autres. Pas en boubou traditionnel. Elle portait une robe simple, un foulard clair, et un sac léger. Elle semblait fatiguée. Brisée. Mais déterminée. Elle marcha droit vers la maison de la lumière. Essatou et Fanta se regardèrent, surprises. La femme s'arrêta devant elle, la voix tremblante. Je viens de très loin. Parce que j'ai entendu votre histoire. Parce que ma fille a vécu la même chose que Mariama. Et moi, je n'ai personne pour m'aider. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Elle ajouta, presque en chuchotant. Je ne savais pas où aller. Jusqu'à ce que j'entende parler de vous. S'il vous plaît, aidez-nous. Essatou s'approcha, posa une main tendre sur son épaule. Ma sœur, tu es arrivée au bon endroit. Ici, personne ne marche seul. Tu es en sécurité maintenant. Toi et ta fille. La femme s'effondra en larmes dans les bras d'Essatou. Autour d'elle, le village entier observait la scène avec une émotion profonde. Ce n'était plus seulement Kombena qui guérissait. C'étaient d'autres villages. D'autres mères. D'autres enfants. La lumière de Mariama avait commencé un voyage.
Le village qui devient un exemple. Quelques jours plus tard, un message venu de la capitale arriva. Un courrier officiel. Le chef du village le lut à voix haute devant tout le monde. Considérant l'impact positif de la Maison de la Lumière. Considérant la nécessité de protéger les enfants. L'État souhaite prendre contact pour étudier la réplique de ce modèle dans d'autres régions. Un murmure étonné parcourut la foule. Puis un silence. Puis des applaudissements. Des cris de joie. Des larmes de soulagement. Pour la première fois dans l'histoire de Kombena, la lumière née d'une douleur devenait une flamme nationale. Le regard de Mariama. Ce soir-là, Mariama sortit regarder les étoiles. Elle s'assit près du fromager, son carnet sur les genoux. Elle écrivit « Mon histoire fait peur. Mais ma lumière rassure. Si je peux aider un seul enfant, alors je n'ai pas souffert pour rien. » Essatou l'observa de loin, le cœur gonflé d'amour et de fierté. Elle murmura « Tu n'es plus seulement ma fille. Tu deviens la voix de ceux qui n'en ont pas. » Dans la nuit, le vent souffla doucement, comme une bénédiction. Une semaine après le courrier officiel, un matin comme les autres se transforma en un événement sans précédent pour Kombena. À cette heure, un convoi de voitures gouvernementales entra dans le village. Des voitures noires. Des gyrophares discrets. Des agents en costume. Une équipe de communication. Un représentant du ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance. Un photographe officiel. Et un conseiller spécial envoyé directement du palais présidentiel. Le village entier se rassembla. Certains habitants baissèrent les yeux, intimidés. D'autres restèrent bouche bée. Personne n'avait jamais vu autant d'autorités réunies ici. Le chef du village, fierté et pression. Le chef du village s'avança, habillé dans son plus beau grand boubou. Son cœur battait très fort. Il n'avait jamais imaginé voir un jour le gouvernement entrer à Kombena. Et encore moins pour célébrer quelque chose né d'une douleur. Le représentant du ministère descendit de sa voiture, un sourire sincère sur le visage. « Chef, c'est un honneur d'être ici. Votre village est devenu un exemple national. Et peut-être bientôt international. » Le chef sentit ses yeux s'humidifier. Il répondit d'une voix tremblante, mais fière. Ce village n'a fait qu'écouter ce qu'il avait longtemps refusé d'entendre. Le courage vient des enfants. Et des mères qui ont refusé de se taire. La visite de la Maison de la Lumière. La délégation suivit Essatou et Fanta jusqu'à la Maison de la Lumière. À l'intérieur, on voyait des enfants dessinant, d'autres parlant avec la psychologue, des mères en cercle, des messages d'espoir collés au mur. Le poème de Mariama affiché au centre. Le conseiller du palais resta immobile en lisant. La lumière ne vient pas quand tout va bien. La lumière vient quand on lui ouvre la porte. Mariama Kane. Il murmura. Cet enfant a plus de sagesse que beaucoup d'adultes. Un discours historique. Un espace fut organisé sous le grand fromager. Un micro fut installé. Les habitants se rassemblèrent. Les caméras se mirent en place. Le représentant du ministère prit la parole. Village de Kombena, ce que vous avez construit ici n'est pas seulement un refuge. C'est une révolution silencieuse. Une révolution contre le silence. Contre le tabou. Contre les traditions qui détruisent en cachant le mal. Votre Maison de la Lumière va devenir un modèle national. Nous voulons en ouvrir 50 à travers le pays. Un murmure de surprise parcourut la foule. Certains pleurèrent. D'autres levèrent les mains vers le ciel en signe de gratitude. Mariama appelait devant tout le monde. Puis le ministre dit, « Il y a quelqu'un que nous voulons honorer aujourd'hui. Une enfant dont la voix a brisé une chaîne ancestrale. Mariama Kane, viens. » Essatou sursauta. Elle sentit son cœur exploser d'émotion. Mariama, timidement, s'avança au centre. Le silence devint total. Elle semblait minuscule face à la foule et aux caméras. Et pourtant, une force incroyable émanait d'elle. Le représentant se pencha à sa hauteur. Tu ne le réalises peut-être pas. Mais tu as inspiré un pays entier. Tu es la preuve vivante qu'un enfant peut allumer la lumière dans l'endroit le plus sombre. Aujourd'hui, l'État te nomme. Il marqua une pause. Ambassadrice des enfants courageux. Un frisson parcourut toute l'assemblée. Des applaudissements éclatèrent. Des pleurs aussi. Des cris de joie. Mariama resta immobile, choquée. Elle murmura. « Moi ? Mais je suis juste une petite fille ?» Le conseiller du palais répondit doucement. « Oui. Et c'est pour ça que tu es la meilleure personne pour ce rôle. Parce que tu dis la vérité. Parce que tu n'as pas peur de guérir. Parce que tu représentes tous ceux qui n'arrivent pas encore à parler. » Essatou, une mère transformée. Essatou tomba à genoux. Ses larmes coulaient sans qu'elle puisse les retenir. Elle se disait. Ma fille, ma petite fille brisée, est devenue une lumière qui guide un pays entier. Oh Dieu, merci. Les femmes du village la relevèrent, la serrèrent dans leurs bras.
Fanta, en larmes elle aussi, murmura. Ta fille a sauvé les nôtres. Elle a sauvé les miens. Essatou et Fanta se prirent dans les bras, comme deux sœurs unies par une douleur ancienne. Et une lumière nouvelle. Un moment historique. Les caméras filmèrent. Les radios enregistrèrent. Les journalistes prirent des notes. Un village africain venait de proposer un modèle inédit. Basé sur la vérité, porté par des femmes, inspiré par une enfant, soutenu par la justice, consacré par l'État. C'était un moment historique. Un moment rare. Un moment qui allait changer des destins. Le cadeau du gouvernement. Le représentant annonça ensuite. L'État financera entièrement la Maison de la Lumière. Et nous fournirons des psychologues, des assistants sociaux, des enseignants spécialisés, du matériel, des protections juridiques. La foule exulta. C'était un rêve devenu réalité. Puis il ajouta. Et enfin, nous construirons un centre moderne juste à côté, portant le nom de Centre Mariama Kane pour la protection des enfants. Essatou mit la main sur sa bouche, bouleversée. Mariama, elle, chuchota simplement. Merci. Le soir, la nuit des étoiles. Le soir venu, Combena organisa une célébration sans précédent. Danse, chant, repas partagés, tambour, prière, rire. Mariama fut portée sur les épaules par les enfants du village. Elle éclata de rire. Un rire lumineux, sincère, guéri. Essatou regarda le ciel et murmura. Sorry, tu as sombré dans l'ombre, mais ta chute a allumé un soleil. Repose en paix, mon frère. Ta fin a sauvé des vies. Le vent souffla doucement. Comme une bénédiction. Comme un pardon. Comme un nouveau départ. Les travaux du futur centre Mariama Kane avançaient vite. Les maçons travaillaient jour et nuit. Les jeunes du village transportaient des briques. Les femmes apportaient du bissap et du tiakri pour nourrir les équipes. Chaque jour, on voyait le bâtiment grandir. Chaque jour, Combena devenait un peu plus ce qu'il rêvait d'être. Un lieu sûr pour les enfants. Mais une lumière forte attire toujours des ombres. Et ces ombres se rapprochaient. Un enfant trouvé en pleine nuit. Une nuit, alors que le village dormait paisiblement. Une femme va frapper à la porte d'Essatou. Elle pleurait, paniquée. Essatou, viens vite. Un enfant est devant la maison de la lumière. Et il est dans un état horrible. Essatou se leva d'un bond, prit un pagne, courut en direction du centre. Sous la lune pâle, un petit garçon était assis par terre. Il tremblait. Il pleurait sans bruit. Ses vêtements étaient déchirés. Son souffle court. Ses yeux perdus. Il ne parlait pas. La psychologue, réveillée en urgence, arriva en même temps. Fanta aussi. Essatou s'accroupit doucement devant lui. Mon petit, je suis Essatou. Tu es en sécurité ici. Tu peux parler? Ou rester silencieux. Mais regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi, tu n'es plus seul. Le garçon leva lentement les yeux. On lisait dans son regard une douleur si profonde que le cœur d'Essatou se déchira net. La crise. La psychologue essaya de lui poser quelques questions. Le petit garçon murmurait entre les sanglots. Je veux pas retourner là-bas. Je veux pas. Puis une phrase. Ils m'ont dit que si je parlais, ils me tueraient. Cette phrase fit trembler tout le monde. Le danger était encore là. Les bourreaux n'étaient pas loin. Fanta se couvrit la bouche. Essatou sentit une sueur froide dans son dos. Un nouvel enfant venait d'apparaître. Un nouvel enfant brisé. Un nouvel enfant à sauver. Mariama se réveille. Pendant qu'on prenait soin du garçon, Mariama, réveillée par le bruit, arriva dans la cour. Elle vit la panique. Elle vit le petit garçon recroquevillé. Elle sentit quelque chose se briser en elle. Quelque chose qu'elle croyait avoir laissé derrière. Une peur ancienne. Une terreur profonde. Elle recula instinctivement. Son souffle devint irrégulier. Sa gorge se serra. Ses mains tremblaient. Essatou accourut vers elle. Mariama, ma fille, respire. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce qui t'est arrivé. Tu es en sécurité. C'est un autre enfant. Un enfant qui a besoin de toi. Mais le traumatisme réactivé était violent. Mariama pleura sans bruit, fixant le sol. Elle murmura. Maman, j'ai peur. J'ai très peur. Je n'arrive pas à m'approcher. Essatou la serra dans ses bras, essayant de calmer l'orage dans le cœur de sa fille. Le village se réunit en urgence. Le chef du village convoqua les hommes. Les femmes se joignirent aussi. Des lampes tempêtes furent allumées. La cour entière brillait sous une lumière chaude. Le chef annonça. Ce garçon n'est pas d'ici. Il a été abandonné devant notre centre. Cela signifie que notre travail dérange les criminels. Et qu'ils nous surveillent. Nous sommes entrés dans un combat plus grand que nous.
Les murmures se transformèrent en frissons. Fanta dit d'une voix grave. Alors nous devons être plus forts qu'eux. Plus rapides. Plus unis. La lumière est là. Mais les ombres avancent. Un fait bouleversant. Lorsque le petit garçon put enfin articuler une phrase compréhensible. Il dit, « Ils m'ont laissé ici, parce que j'ai entendu des choses que je devais pas entendre. Ils m'ont dit que la maison de la lumière doit fermer, que les enfants doivent se taire, comme avant. » Un frisson glacial parcourut la foule. Essatou sentit ses jambes fléchir. Les criminels ne menaçaient plus de loin. Ils frappaient maintenant directement. Le courage de Mariama. Alors que tout le monde parlait en panique, Mariama fit quelque chose d'incroyable. Elle s'avança, hésitante, tremblante, mais déterminée. Elle s'agenouilla devant le petit garçon. Ses mains vibraient. Ses yeux brillaient de peur et de courage mélangés. Elle dit doucement, « Je sais ce que tu ressens. Je sais la peur. Je sais les cauchemars. Je sais le froid dans le corps, quand on croit qu'on ne peut plus parler. » Le garçon leva les yeux. Il la fixait comme si elle était une apparition. Mariama continua, « Mais moi, je suis toujours là. Je n'ai pas disparu. Et tu ne vas pas disparaître non plus. Tu es en sécurité. Je te laisserai pas. On te laissera pas. » Le petit garçon éclata en sanglots, et se jeta dans les bras de Mariama. Tout le village retint son souffle. C'était la petite victime devenue protectrice. La lumière devenue refuge. Le début du combat. Le chef déclara, « À partir de ce soir, nous ne sommes plus seulement un village qui protège. Nous sommes un village qui résiste. Un village qui affronte l'ombre. Un village qui refuse la peur. Nous allons signaler cela aux autorités. Nous allons renforcer la sécurité du centre. Et nous n'abandonnerons aucun enfant. Jamais. » Essatou, Fanta, les enfants, les hommes, les femmes. Tous hochèrent la tête. Le village venait de passer à un autre niveau. Il ne s'agissait plus seulement de guérir. Il s'agissait maintenant de lutter. Une nuit symbolique. Plus tard, Mariama s'assit sous le fromager. Le petit garçon endormi à côté d'elle. Elle écrit dans son carnet. « Aujourd'hui, j'ai eu peur. Mais j'ai avancé quand même. Le courage, c'est quand tu trembles. Et que tu marches quand même. » Essatou, derrière elle, murmura. « Ma fille, tu es la voix des enfants. Et maintenant, tu deviens leur bouclier. » Le vent souffla doucement. Comme si les ancêtres mêmes préparaient le village à l'épreuve suivante. Depuis l'arrivée du petit garçon abandonné, un frisson invisible traversait Combena. Les habitants vivaient avec un sentiment étrange. Comme si quelqu'un les observait. Comme si une ombre rôdait autour de la maison de la lumière. Les jours passèrent. Puis une nuit arriva. Une nuit que personne n'oublierait jamais. Un silence qui n'était pas normal. Ce soir-là, le ciel était trop calme. Aucun cri d'oiseau. Aucun bruit de moto. Pas même un souffle de vent. Fanta murmura en regardant par la fenêtre. Ce silence, il n'est pas normal. Essatou sentit son cœur se serrer. Mariama, elle, écrivait tranquillement dans son carnet. Le petit garçon endormi à ses côtés sur un tapis. Mais soudain, un choc sourd retentit dehors. Puis un deuxième. Puis un troisième. Des bruits lourds. Des pas rapides. Des chuchotements de voix masculines. Le chef du village, réveillé en sursaut, sortit avec une lampe tempête. Il vit des silhouettes. 3 hommes. Habillés de noir. Visage dissimulé. Arme à la main. L'attaque. Le premier lança d'une voix glaciale. Ouvrez la porte du centre. Ce lieu n'aurait jamais dû exister. Les enfants doivent se taire. Comme avant. Comme toujours. Un deuxième ajouta. Si vous refusez, on brûle tout. Avec ou sans vous dedans. Les hommes du village se précipitèrent avec des gourdins. Mais les agresseurs étaient armés de machettes. Le chef cria. Reculez. Ils sont trop dangereux. La panique gagna les habitants. Les femmes criaient. Les enfants se réveillaient en pleurant. La lumière tremblait dans chaque case. Mariama entend tout. À l'intérieur de la maison de la lumière, Mariama sentit la panique avant de l'entendre. Elle posa son carnet. Le petit garçon tremblait. Il avait reconnu les voix. C'est eux. C'est eux. Ils vont me tuer. Mariama prit sa main. Elle aussi tremblait. Mais elle murmura. Personne ne te touchera. Pas tant que je serai là. Puis, elle se leva. La décision qui change tout. Elle ouvrit la porte. Essatou cria. Mariama, revenez. Mais la petite ne recula pas. Elle marcha. Pas après pas. Ses jambes tremblaient. Sa gorge brûlait. Mais elle continuait. Elle s'avança entre les agresseurs et la foule. Un des hommes la pointa du doigt. Toi? C'est toi qui as commencé tout ça.
Tu crois que ton histoire vaut plus que nos traditions? Mariama répondit, la voix tremblante mais claire. Notre tradition, c'est protéger les enfants, pas protéger la peur. Et moi, je refuse de me taire. Une femme du village cria. Mariama, reviens. Ils sont dangereux. Mais Mariama resta immobile. Comme un petit arbre face à la tempête. L'homme armé avance. L'un des agresseurs, le plus violent, s'avança vers elle. Il leva sa machette. La foule hurla. Essatou faillit s'évanouir. Fanta s'effondra en larmes. Le chef du village voulut courir. Mais les hommes en noir menaçaient de frapper tout le monde. La machette brilla sous la lune. Mariama serra les poings. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais elle ne bougea pas. Elle dit seulement. Si vous me tuez, d'autres parleront. Si vous brûlez ce centre, on en construira 10. Vous ne pouvez pas tuer la lumière. Parce que vous êtes trop tard. Nous ne sommes plus silencieux. Cette phrase coupa le souffle du village entier. Même les agresseurs restèrent un instant figés. La révélation du petit garçon. À ce moment précis, le petit garçon sortit en courant. Il se plaça devant Mariama, les bras ouverts. Il cria. C'est pas elle. C'est moi qu'ils veulent. Les hommes en noir reculèrent, surpris. Un agresseur siffla. Pourquoi tu sors, gamin? Tu veux mourir? Le garçon pleurait, mais cria plus fort. Je vais pas me cacher. J'ai entendu vos noms. J'ai vu vos visages. Toute la foule se figea. Vous travaillez avec des gens de la ville. Vous vendez des enfants. Je vous ai entendu. Je le dirai à la police. Un hurlement déchira la nuit. L'intervention de la gendarmerie. Des gyrophares surgirent soudain. Des pick-up de la gendarmerie entrèrent dans le village à toute vitesse. Le lieutenant descendit en criant. Arrêtez-les. Vous êtes en état d'arrestation. Les agresseurs tentèrent de fuir, mais les gendarmes les encerclèrent. Des cris. Des luttes. Des armes tombèrent au sol. En quelques minutes, les 3 hommes furent maîtrisés. La foule retint son souffle. Le chef du village demanda. Comment avez-vous su? Le lieutenant répondit. L'État surveillait ce village depuis votre dernière plainte. On savait qu'ils allaient revenir. On était prêts. Essatou éclata en sanglots. Fanta s'écroula de soulagement. La victoire des enfants. Quand tout fut calmé, le lieutenant s'agenouilla devant Mariama et le petit garçon. Vous deux, vous êtes des héros. Vous avez affronté la mort. Vous avez brisé un réseau criminel. Vous avez sauvé des vies. Le petit garçon pleurait encore. Mariama mit une main sur son épaule. Tu n'es plus seul. Jamais. Le lieutenant ajouta. Et à partir d'aujourd'hui, la maison de la lumière sera placée sous la protection de l'État. Personne n'osera plus jamais s'approcher d'ici pour faire du mal. La nuit des étoiles. Tard dans la nuit, alors que les gendarmes emmenaient les criminels, le village entier se réunit sous le fromager. Mariama serra son carnet contre elle. Le petit garçon dormit contre son épaule. Et le chef du village déclara. Ce soir, nous avons vaincu l'ombre. Et ce n'est pas grâce aux armes, ni aux adultes, mais grâce à 2 enfants. La foule applaudit. Les tambours résonnèrent doucement. Les femmes chantèrent des berceuses. La lumière avait gagné. Pour de bon, le soleil se levait doucement sur Combena. Un soleil différent. Un soleil plus large, plus chaud, plus vivant. Devant la maison de la lumière, 2 enfants jouaient. Mariama et le petit garçon sauvaient cette nuit-là. Ils riaient. Un rire pur, cristallin, comme si la terre elle-même respirait mieux. Essatou les observait depuis l'ombre du grand fromager. Elle se souvenait encore du jour où sa fille avait été brisée. Elle se souvenait du jour où Sori avait été exécuté. Du jour où elle avait découvert son secret. Du jour où Mariama avait écrit son premier poème. Du jour où elle avait vu la lumière renaître. Et maintenant, en regardant ses 2 enfants jouer, elle comprenait enfin. La douleur ne disparaît jamais. Mais la douleur peut devenir une force. Une force qui sauve. Une force qui transforme. Une force qui éveille. Le centre Mariama Kane. Le nouveau centre brillait sous le soleil. Avec des murs flambant neufs, des fenêtres transparentes, des dessins d'enfants partout. Centre Mariama Kane pour la protection et la parole des enfants. Des visiteurs venaient chaque jour. Des mères, des pères, des enseignants, des autorités, des journalistes, des ONG, des psychologues. Tout le monde voulait comprendre. Comment un petit village perdu avait réussi ce que des grandes villes n'avaient pas accompli. Créer un lieu où les enfants ne craignaient plus l'ombre. Un lieu où la vérité n'était plus un crime. Un lieu où la honte n'était plus une arme. Un lieu où les enfants pouvaient parler et être crus. Fanta la réparation. Devant le centre, Fanta arrosait les fleurs. Des fleurs violettes,
les préférés de Sori quand il était enfant. Elle souriait en les touchant. Elle ne pardonnerait jamais ce que son mari avait fait. Non. Mais elle avait trouvé la paix. En voyant ses fils devenir des protecteurs des enfants. Elle savait qu'à travers eux, quelque part, elle réparait ce qui avait été brisé. On ne choisit pas ce qu'on hérite, mais on choisit ce qu'on laisse derrière nous. Pensait-elle. Et ce qu'elle laisserait, ce serait la lumière. Ibrahima et Mokhtar les gardiens. Les deux garçons avaient grandi vite. Très vite. Ils étaient devenus les grands frères courageux. De tous les enfants du centre. Ils aidaient aux ateliers. Ils surveillaient la cour. Ils apprenaient aux plus petits à dire non. À reconnaître les signes dangereux. À ne pas avoir honte de demander de l'aide. Les autres enfants les admiraient. Et eux-mêmes avaient cessé d'avoir peur. Ils portaient désormais leur nom. Non plus comme une condamnation, mais comme un engagement. Un engagement envers les enfants. Envers leur père disparu. Envers leur propre avenir. Mariama au cœur de la lumière. Chaque matin, Mariama s'asseyait sous le grand fromager. Elle écrivait. Des poèmes. Des phrases. Des dessins. Ce jour-là, elle écrivit. Le courage ne supprime pas la peur. Le courage transforme la peur en lumière. Et cette lumière éclaire les autres. Même quand tu penses qu'elle est petite. Sa mère la regardait, fière. Le chef du village disait qu'elle était une étoile vivante. Le gouvernement parlait d'elle comme d'un symbole national. Mais Mariama, elle, restait simplement Mariama. Une enfant qui avait souffert. Une enfant qui n'avait pas abandonné. Une enfant qui avait décidé de rester debout. Même lorsque ses genoux tremblaient. Le retour du vent. Alors que le soleil montait dans le ciel, un vent murmura entre les feuilles du fromager. Essatou ferma les yeux. Dans ce souffle, elle crut entendre une voix. Un fantôme doux. Un souvenir brisé. Une âme qui cherchait la paix. Sori. Comme si son esprit disait. Pardonne-moi. Et continue la lumière que je n'ai jamais eue. Essatou laissa une larme couler. Pas une larme de douleur. Une larme de pardon. Une larme de délivrance. Elle murmura. Que ton âme repose. Car grâce à Mariama, grâce à nous, plus aucun enfant ne marchera seul dans l'ombre. Jamais. Le vent souffla doucement, comme une dernière bénédiction. Une page qui ne se ferme pas. Le soir venu, le village se réunit autour de la maison de la lumière. Des chants, des prières, des tambours, des rires d'enfants. On fêtait la construction du centre. On fêtait la sécurité retrouvée. On fêtait la communauté guérie. Mais surtout, on fêtait une vérité. Dans ce village, les enfants ne craindraient plus jamais la nuit. Mariama leva les yeux vers les étoiles. Le petit garçon posa sa tête sur son épaule. Essatou, derrière eux, observa la scène. Et elle pensa avec un sourire. L'histoire de Combena ne s'arrête pas ici. Elle commence seulement. Parce que la lumière n'était plus une personne. Ni une maison. Ni une idée. La lumière était devenue un héritage. Un héritage que rien ne pourrait jamais éteindre. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.